you ready for an adventure like no other? Introducing the newest game for your favorite 16-bit console, Astabros. You play as a mage, a knight, and a ranger. The ultimate trio. The king has called upon you to rescue the captured exploration battalion on the new continent, Astaborg. It's up to you to save the day. But be warned, this game is not for the faint of heart. You'll need all the skills and strategy you can muster to make it to the end. So, what are you waiting for? Grab your 16-bit console and get ready to embark on an unforgettable adventure. Astabros. Available now. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission 8. J'espère que vous allez très très bien dans le chat et que vous êtes avec nous. Et puis salut YouTube aussi, puisque si vous nous regardez en différé, c'est possible. Vous êtes sur la bonne idée, vous commencez à connaître un petit peu le principe de l'émission. Nous on est du coup une web TV, donc on a plusieurs studios un peu partout en France. Et on fait des émissions en plateau, ou pas forcément en plateau d'ailleurs, mais la plupart du temps c'est le cas, sur des sujets divers. Nous aujourd'hui on parle de jeux vidéo dans l'émission 8. C'est l'émission qu'on porte avec mon ami Gogolaki, Mike, qui est ici. Coucou à toi, comment tu vas? Franchement, ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Bah oui, ça va super. J'attends cette émission depuis très très longtemps. Donc je suis partant pour la faire. Et puis il faut accueillir notre invité. Qui êtes-vous? Simon, on va se présenter. Il faut parler bien en face du micro si tu peux. Alors voilà, moi c'est Simon de chez Nofit Studio. Donc je suis chef de projet, développeur donc sur des jeux vidéo en fait qu'on fait sur des consoles rétro, donc comme la Mega Drive en l'occurrence. Voilà, on essaye de faire revivre un petit peu les consoles de notre enfance. Et merci de m'inviter aujourd'hui, c'est un plaisir. C'est un plaisir. De rien, c'est un plaisir pour nous. On a vraiment beaucoup taffé sur l'émission, on a beaucoup préparé. Donc on espère que ça va très bien se passer avec toi. Et puis ça devra faire une espèce de discussion. On va tracer un petit peu le parcours de ta vie, parler de tes jeux aussi. Et puis voilà, je propose de démarrer dès maintenant, ça vous va? Parfait. Ouais. Bah, Il y a Ricardo qui... Oui, effectivement, on a notre chat qui est là. Au super projet, Super Nintendo. Alors, je précise juste, effectivement, le chat commence à taper des giveaways sur le chat. Il y aura des jeux à gagner. Les jeux créés par Neofis sont Astabros et Demons of Astaborg. Ils seront à gagner un petit peu plus tard, mais un peu plus tard dans l'émission, avec une commande très simple. Je vous le dirai quand ce sera le moment d'appuyer dans le chat. Il faudra juste rentrer un mot dans le chat et vous participerez au concours et vous serez tiré au sort au hasard. Voilà. Bon, maintenant qu'on a dit ça, re-bienvenue au chat qui nous rejoint. Mais du coup, tu fais des jeux sur quelle plateforme déjà? Alors on fait des jeux sur Parce que on fait des jeux sur Sega Mega Drive. Donc c'est une console qui a maintenant 30 ans. Pourquoi on fait ça? C'est la question que pas mal de gens se posent. En fait, on voulait on est une entreprise assez familiale, donc on a fait ça avec mon père et un collègue développeur et on voulait créer des jeux vidéo. Et on s'est vite rendu compte que à deux développeurs, c'était très compliqué de concurrencer les jeux indés, le marché des jeux indés, en tout cas sur Steam, et même sur console, parce que on n'avait pas énormément de ressources, c'est-à-dire qu'on savait coder, mais on n'avait pas d'artistes, on n'avait pas forcément le temps de s'occuper de tout ce qui était 3D, animation, donc tout ce qu'on peut voir dans des jeux modernes. Donc on a décidé d'aller dans un marché un peu plus niche. Donc là, en fait, voilà, le marché des homebrew, donc des nouveaux jeux pour les vieilles consoles. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait une scène, parce qu'à l'époque, quand on a commencé, c'était en 2019, il y avait Xenocrisis qui avait fait un Kickstarter, donc une campagne de financement, et ils avaient obtenu 80 000 €. Donc nous, ça nous avait encouragés, on s'était dit, mais en fait, oui, il y a un marché, quoi, il y a moyen de faire quelque chose. Et donc on s'est dit, on va faire un prototype, quoi. Donc on a trouvé le kit de développement pour la Mega Drive qui s'appelle SGDK. Donc c'est un kit fait par un Français qui s'appelle Stéphane Talongier, et qui permet de faire des jeux en C pour la Mega Drive. Donc ça tombe bien, parce qu'on savait faire du C. Et donc on a fait un petit prototype en, il me semble, 6-7 mois, qu'on a ensuite présenté sur Kickstarter. Donc, c'est la toute première version de Demons of Astaborg. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, avec ce que c'est devenu. C'était vraiment les prémices. Et puis donc avec ce Kickstarter, on a eu 45 000 €. Donc de quoi lancer la production du jeu. Voilà, donc ça a duré, je crois, un an et demi, 2 ans, le développement. Et puis voilà, on était plutôt fiers du résultat. Et donc on a sorti le jeu et ça a été pour un homebrew, je pense que ça a été un assez bon succès, à la fois critique et commercial.
On a d'ailleurs plus vendu, parce qu'on a aussi fait des versions Steam et Switch qui sont des versions émulées de la version Mega Drive. Et on a plus vendu sur Mega Drive que sur Steam et Switch. Ah oui, Donc, bien ok. plus d'ailleurs. Ah ouais, Donc il y d'accord. a quand même une communauté. Moi, c'était la question que je me posais Mm. quand je me suis renseigné sur les jeux. J'ai vu que c'était disponible sur Switch aussi et sur PC. Je me suis dit, tiens, sur Steam, ça a dû quand même peut-être mieux se vendre parce que c'est plus accessible, Bah, j'imagine. Finalement, mais non. je pense qu'il y a un énorme marché qui reste de niche, mais assez conséquent de collectionneurs en fait, qui aiment avoir l'objet physique. En fait, les gamers d'il y a 30 ans, ce sont des gens qui, je pense, qui affectionnent particulièrement le physique. Bah, c'est très compréhensible, ouais. Parce que ouais, ils ont connu ça, ils ont grandi avec ça, puis le fait d'avoir la boîte, c'est quand même quelque chose voilà, qui leur plaît. Et donc ça a bien marché, je pense que on a bien réussi à toucher cette cible-là, même si le jeu est quand même plus cher, parce qu'on en parlera peut-être, mais la fabrication coûte assez Oui, cher aussi, oui, parce on que c'est une imagine, PCB, donc une carte électronique custom à l'intérieur, qui est artisanale, faite en France, qui permet de supporter le jeu, parce que c'est un jeu qui est plus gros que les jeux de l'époque. Donc voilà, donc ça coûte assez cher à produire. Et du coup sur Steam, forcément, c'est beaucoup plus abordable. On est autour d'une quinzaine d'euros, je crois. Donc voilà, malgré tout, on a quand même bien plus vendu sur Mega Drive en physique. Donc on n'est pas encore prêt à écarter le physique chez Nafis Studio en tout cas. Mais c'est très bien parce que il y a beaucoup de studios aujourd'hui qui commencent à renoncer au physique. Et là, on a Alan Wake 2 récemment qui est sorti Oui. full dématérialisé. Moi, je trouve ça très très bien de faire ça. Et je trouve ça vraiment, c'est quand même assez prodigieux. Il faut vraiment bien s'imaginer que si vous avez une Mega Drive, vous mettez la cartouche et ça marche. Mhm. Quoi. Pourtant, la console est morte. Pourtant, Ouais, à c'est l'ancienne, fou. quoi. Le fait d'avoir des nouveaux jeux comme ça, c'est assez rigolo parce que souvent en convention, on a des gens qui passent devant et qui disent ah, je l'avais quand j'étais petit. Alors que bon, le jeu est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est rigolo. Mais Ça doit leur rappeler probablement oui, des parce que ça veut licences, dire qu'on a réussi un petit peu notre inspiration en tant que graphiste, tout ce qui est graphisme, etc. Ça leur rappelle un petit peu leur enfance, donc Oui, c'est cool oui, aussi. oui. Voilà, donc on est très content du retour des gens. Après, Demons of Astborg, c'est notre premier jeu donc, qui est sorti, peut-être je peux le montrer à la caméra, qui est sorti en 2021, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, je pense que si on devait le refaire, bon, d'ailleurs il y a des trucs dans les tuyaux, mais si on devait le refaire, on policherait encore un peu plus. En fait, en tant que game dev, on est toujours dans la recherche de s'améliorer, etc. Et puis quand on grandit du coup en tant que développeur, on se rend compte aussi qu'on aurait peut-être fait ça un peu différemment. Mais pour un premier jeu, on est très content. Ok, très bien. Alors, on a des questions dans le chat. Ouais, faut pas une autorisation de fabricant de la console pour sortir des nouveaux jeux sur la console. Alors justement, C'est une bonne question. c'est pour ça que, je ne sais pas si vous voyez là, mais sur la tranche, il y a marqué Mega 16 bits et pas Mega Drive. En fait, on a contacté Sega. On a même une commerciale japonaise qui a contacté Sega pour essayer de leur demander en fait, est-ce que c'est possible de faire ça, est-ce que vous êtes d'accord, on voulait s'assurer qu'il n'y avait aucun risque. Et on n'a eu aucune réponse de Sega, vraiment pas de nouvelles. Donc on s'est dit, dans le doute, parce qu'on avait quand même des gens qui faisaient ça à côté, il n'y a pas que nous, il y a Paprium, il y a Xenocrisis, il y a Tanglewood, il y en a plein des jeux sur Mega Drive. Et on s'est dit, on va faire comme eux, c'est-à-dire qu'on va pas marquer Mega Drive, donc il n'y a aucune mention de Sega ou de Mega Drive sur la boîte. Ouais, même à l'arrière, il n'y en a pas quoi. Donc on évite tous les problèmes. Après, Sega, ils sont quand même vachement plus tolérants. Je sais il y avait des fans qui avaient créé un jeu Sonic, qui ont été embauchés pour faire Sonic Mania. Ah oui. Donc c'est vraiment, ils sont plus dans, on va dire qu'ils chérissent un petit peu leurs fans, je pense. Alors que Nintendo, d'un autre côté, je pense que c'est un peu plus compliqué. On a eu plein de fans qui ont fait des remakes qui ont été arrêtés d'un coup. Oui, ils ont bah reçu oui. des lettres ils ont eu des problèmes avec la justice, donc Nintendo c'est peut-être un peu plus compliqué que Sega là-dessus. Nintendo, on en parle souvent dans Et ils l'émission. sont un peu plus sévères. Ouais, Enfin, voilà, sévères. les fangame Pokémon, ce genre de Oui, trucs, c'est ce genre de des choses. terrains qui sont très compliqués pour les créateurs, donc ouais. C'est ça. Ouais. Donc pour l'instant avec Sega, on n'a pas de problème. Ok, bon, c'est très bien. C'est parfait. Bah écoute, avant de revenir sur tes jeux, moi j'aime bien revenir un peu sur toi, si tu veux. Sûr. Nous parler de toi, de ton parcours scolaire, peut-être d'inspiration aussi, de choses qui t'ont donné envie de faire ce métier-là, de Bien créer sûr. des jeux. Bien sûr. Alors, en fait, donc, mon père est informaticien et tout petit, il m'a mis entre les mains le logiciel Game Maker. Ok. Je crois que c'était une Game Maker 5.1 à l'époque. Donc c'était, je sais plus, c'était en 2004 date. 2005 peut-être. C'est Ça très vieux. remonte, ouais. C'est très vieux. Et donc c'est un logiciel qui permettait de faire un des tout premiers logiciels de création de jeux vidéo simplifié, on va dire, pour des gens qui ne savaient pas coder, parce que j'avais 8-9 ans, je sais plus. Donc le code, ça me terrorisait à l'époque. Je voulais pas en faire du tout. Mais là, c'était du drag and drop un petit peu. Donc on avait un éditeur, on avait des niveaux, on avait des personnages, et on pouvait donc les animer, les faire bouger, etc. J'ai commencé comme ça.
Puis toutes les semaines, je faisais mes petits projets. J'ai essayé de faire des petits Smash Bros, des trucs, voilà, parce que moi j'étais très Nintendo quand j'étais petit. Donc j'essayais de refaire un petit peu ces jeux-là en reprenant des sprites sur Internet, en récupérant les graphismes. Et puis en fait, c'est devenu une vraie passion, quoi. Donc j'étais tout le temps là-dessus, j'adorais ça. Puis j'ai fini par mettre un peu ça de côté au lycée. Parce que autour de moi, j'entendais beaucoup dire que le développement de jeux vidéo, c'était quelque chose de très compliqué, qu'il fallait être super fort en maths. Et moi, à l'école, j'étais pas si bon que ça, j'étais moyen, quoi, on va dire. Donc ça m'a paru inaccessible, on va dire. Voilà. Donc je suis parti sur de l'anglais à la base. J'ai fait une fac d'anglais. Ok. Au bout de 2 mois, j'ai arrêté parce que ça m'intéressait pas du tout. Même si j'avais un bon niveau en anglais, l'histoire et la littérature anglaise, j'en avais un peu rien à faire. Et donc j'ai décidé, sur un coup de tête, de partir sur une école d'informatique, donc de faire Epitech. Parce que c'est une école dont j'ai entendu beaucoup de bien, malgré le système du fait qu'il n'y a pas de prof en fait. C'est vraiment les étudiants qui apprennent entre eux. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup plu. Et donc, je suis parti là-bas. Et c'était une révélation, quoi. Il y a eu je sais pas si vous connaissez, il y a la piscine. Donc, c'est une période intense un peu, quand on commence Epitech, où on fait que du C, en fait. Et on fait des projets hyper complexes pour des débutants, mais qui nous font progresser énormément. Parce qu'en fait, on n'est qu'entre nous. Donc, on devient une bande de potes. Et on apprend ensemble. Et c'est vraiment des très bons souvenirs. Donc, ça, c'était en 2013, je crois que j'ai commencé. Puis bon, j'ai continué là. Alors après, j'ai arrêté Epitech parce que ça coûte cher quand même. Oui, j'imagine, ouais. Donc j'ai fait d'autres écoles d'informatique. C'est une école privée du coup. Hein. C'est une école privée, exactement. Donc j'ai fait d'autres écoles privées ensuite qui étaient compatibles avec une alternance, c'est-à-dire donc le fait de pouvoir. En fait, cette alternance qui payait l'école, donc c'était plus à moi de sortir les sous. Et puis donc j'ai fait 5 ans comme ça. Et puis sur mon alternance, donc c'est l'entreprise de mon père, donc qui fait de l'informatique. À la base, on fait des cartes de fidélité. C'est lui qui m'a pris en alternance. Et on s'est dit, vas-y, on essaye le jeu vidéo, quoi. Et donc là, on est parti sur du jeu vidéo. Et comme je disais, donc on a essayé un petit peu d'Unity, parce que c'est un peu la solution de base pour quelqu'un qui commence. On se dit, on va prendre Unity, quoi, tout le monde fait ça. C'était une interrogation que j'avais, ouais. C'est ça, là. Donc c'était plus simple, il y avait des tutos, il y avait des assets, on s'est dit, on part là-dessus. Et bon, en fait, Unity, ça devient vite une machine à gaz, quand on prend des assets un peu partout, ça y a des bouts de code partout aussi. Puis voilà, on savait pas trop où aller, quoi. Donc on a continué là-dessus, puis quand on a vu que ça menait à rien, on a tout repris de zéro, on a visé un marché, donc la Mega Drive. Le C, le rétro gaming, et puis on est parti là-dessus. Puis nous, ça nous permet aussi en tant que développeur de progresser parce que c'est une console où il faut optimiser à fond, quoi. On peut pas faire ce qu'on veut sur la Mega Drive, donc c'est aussi un challenge. Et puis on apprend, et puis voilà. Donc au bout d'1 an et demi, on sort notre premier jeu. Donc c'est vrai que c'est un exercice impressionnant de voir que quand tu vois à l'époque les développeurs de l'époque qui faisaient sur Mega Drive des jeux parfois excellents pour moi, et de voir que les limites qu'ils avaient à l'époque. Surtout qu'avant, il y avait moins d'outils qu'aujourd'hui pour coder ces jeux. C'est-à-dire que maintenant, on a un kit de développement qui nous facilite grandement la vie. Les graphismes, on a juste à mettre un PNG, puis ensuite, il est compris par la console, il est traduit. À l'époque, non, il fallait peut-être... certains, ils rentraient vraiment l'image à la main, ils codaient l'image, quoi. C'était incroyable. Donc, c'était... là-dessus, on gagne beaucoup. La vie est beaucoup plus simple pour nous par rapport à l'époque. Par rapport à ce que c'était à l'époque. Puis, on a aussi des temps de développement qui sont peut-être plus longs. Je sais qu'à l'époque, parfois, les jeux étaient faits en 6 mois, 6-8 mois. Nous, on a pu se permettre de faire des jeux en 1 an et demi, même si maintenant, niveau trésorerie, on va essayer quand même de passer sur du 6-8 mois, parce que sinon, c'est quand même compliqué pour nous. Ok. Voilà. Justement, ça rejoint une question qu'il y a dans le chat. C'est un marché rentable en 2024, ce que tu fais? Directement, je vais casser un peu les rêves, peut-être. Les sujets un peu délicats directement. Non, c'est pas... Pour l'instant, c'est de la survie encore. Voilà. C'est-à-dire que, heureusement, donc, mon père est prestataire pour des grandes boîtes, donc c'est aussi ça qui rapporte de l'argent dans la boîte. Si on avait que le jeu vidéo, je pense qu'on aurait coulé depuis plusieurs mois. Donc en fait, tous les mois, on est un petit peu en attente d'un miracle. Parfois, on a des grosses ventes avec des boutiques ou des contrats qui nous permettent de survivre aussi, mais on n'est pas encore sur le point d'équilibre où on peut se dire, ok, on est autonome, on peut commencer à être tranquille. C'est quand même un marathon tous les mois pour arriver à soit sortir une promo pour faire des ventes, soit trouver la bonne idée pour justement arriver à sortir un peu d'argent. L'objectif, c'est aussi justement de baisser le cycle de développement. Donc au lieu de faire des jeux sur 1 an et demi, 2 ans qui coûtent cher en trésorerie, essayer de faire des jeux peut-être un peu moins ambitieux, tout aussi jolis, mais peut-être un peu plus courts, sur des cartouches classiques et pas artisanales du coup, qui vont nous coûter moins cher et qu'on pourra aussi vendre moins cher. Donc ça, c'est aussi l'objectif et un petit peu ce qu'on va essayer de faire dans les mois à venir. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, c'est intéressant comme... les perspectives d'évolution sont sympas, ouais. On se rend pas trop compte de combien ça coûte de faire un jeu. Non, de dehors, c'est sûr que non. Beaucoup de gens pensent qu'en fait, on a eu 45 000 € sur le premier Kickstarter, qu'avec ça, on est un peu les rois du monde.
45 000 euros, ça part très 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 vite dans une boîte. Ouais. Hein. Quelques mois, il n'y a plus rien parce qu'il faut payer les salaires, il y a les charges, etc. Il y a les artistes à payer. Donc après, c'est à nous de justement, en fait, on a ouvert les précommandes une fois le Kickstarter terminé pour que les gens qui avaient raté le Kickstarter puissent continuer à commander. Et ça nous a permis pareil, d'alimenter un petit peu tous les mois le compte et de finir Demons of Astborg voilà, tranquillement. Ensuite, le premier mois de sortie, on a fait beaucoup de ventes. On a eu vraiment une explosion de ventes. Donc ça, c'était bien niveau trésor. Puis ensuite, on a lancé donc Astebros, qui est notre deuxième jeu. Et on est parti sur un truc encore plus ambitieux, donc avec, je sais pas, peut-être plus de 10 heures de jeu, parce qu'il y a un contenu vraiment, vraiment énorme. Et ça, c'est encore, voilà, on a encore 1 an et demi de développement. Et pour le coup, on n'a pas encore atteint le nombre de ventes espéré, en tout cas le même que Demons of Astborg. Donc on est toujours, voilà, là on est en train de livrer les gens, parce qu'on n'a pas livré tout le monde. Il y a eu un Kickstarter, puis il y a les précommandes. Et quand on aura fini de livrer les gens, il y aura peut-être des perspectives marketing. Mais voilà, pour l'instant, la priorité, c'est de livrer les gens et le plus rapidement possible. On demande dans le chat quel type de jeu tu envisages de faire. J'en profite juste avant que tu répondes pour demander à la régie de passer les trailers des jeux si tu peux. Merci. Alors au niveau des types de jeux, en fait, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de mes inspirations, mais c'est vrai que j'étais un gamer depuis très jeune. J'ai commencé donc avec la Super Nintendo, parce que mon père en avait une. Donc j'avais Zelda Link to the Past, j'avais le Mario World, Donkey Kong Country, donc j'ai eu la chance de grandir avec des Ça, super on a jeux. parlé sur le chat de Link to the Past tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment les jeux de mon enfance, et du coup, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes inspirations. J'ai aussi eu la Game Boy, donc avec Link's Awakening, Ouais. les Mario sur Game Boy, Mario Land 2 aussi, qui sont des jeux super. Et puis ensuite, j'ai eu ma GameCube à moi, ma première console à moi, et ça, c'était aussi un rêve, quoi. Donc il y avait Wind Waker, il y avait Smash Bros. J'ai un grand amour pour ce jeu, donc ça a commencé comme ça. Et donc tout ça, c'est un peu des inspirations. J'avais aussi mon père qui avait une borne d'arcade Ghouls and Ghosts. Ghost and Goblins, le tout premier. Ok. Voilà, donc c'est très hardcore comme jeu, c'est plateforme, et ça a aussi été une inspiration pour Demons of Astborg. Donc tous ces jeux, en fait, c'est des jeux qui m'ont marqué, qui m'ont un peu inspiré. Donc pour Demons of Astborg, c'est de l'action plateforme avec un petit côté Metroidvania, très léger. Donc le fait de débloquer des passages dans le niveau avec des capacités spéciales pour revenir. Bon, il n'y a pas trop d'aller-retour, mais il y a un petit côté comme ça. Et Astebros, c'est très différent. C'est un jeu que c'est grâce à un jeu que j'ai découvert plus tard qui est Binding of Isaac. Oui. Voilà, un excellent roguelite. Il y a un peu de Rogue Legacy aussi. En fait, je me suis dit, on s'est dit, on a envie de faire un roguelite parce que la Mega Drive est limitée en termes d'espace, mais si on fait si on utilise du procédural, donc de la génération aléatoire pour les niveaux, les objets, etc., on peut avoir un contenu, une rejouabilité plus longue. Et sur cette console-là, c'était rare les jeux qui avaient une bonne rejouabilité. Donc on s'est lancé là-dedans, donc un roguelite pour la Mega Drive. C'est vrai que ça a déstabilisé pas mal de fans de Mega Drive parce qu'à l'époque, c'est un type de jeu qu'ils connaissent pas forcément, de roguelite. Et donc on a essayé de faire un jeu qui, je pense, une bonne introduction à ce genre-là. Voilà, donc ensuite pour les futurs jeux, j'ai plein d'idées. J'aimerais faire un vrai Metroidvania, donc avec une immense map à la Symphony of the Night, à la Castlevania un petit peu. Quelque chose avec un gros contenu, puis peut-être aussi faire un shoot 'em up un jour. C'est un genre qui était à l'honneur sur la Mega Drive, parce que c'est une époque où il y avait beaucoup de shoot 'em up, et on a pas mal d'idées aussi pour ça. Donc on a envie d'être ambitieux et de faire des trucs un peu différents aussi. D'accord, ok. J'en profite pour dire bonjour à ceux qui arrivent dans le chat. Merci pour les abonnements, 2 abonnements qui apparaissent. Merci bonjour beaucoup. À tous. Moi, je vous propose de peut-être lancer le premier giveaway, si ça vous convient. Ouais. Pour Donc ceux que en ça régie, donne envie, c'est vrai que les images en régie de lancer ça. mal, Alors, il suffit de taper un mot dans le chat pour ceux qui sont là, et si vous voulez gagner un des exemplaires des jeux, vous tapez le mot Neofid, Neofid, dans le chat, et vous serez pris en compte automatiquement par le bot qui fera le tirage au sort. Donc je vous laisse du temps pour taper dans le chat. Et puis il n'y a pas de souci. Alors là, vous voyez, du coup, il est mal écrit pour le premier. Pour les autres, c'est bon. Je vois pour la suite. N'hésitez pas à le retaper. Vous pouvez participer évidemment qu'une seule fois, par personne. Et vous serez tiré au sort. Je vous laisse 1 à 2 minutes pour participer tranquillement. C'est les images de Demons of Astborg qu'on voit en arrière-plan. Ouais. Voilà, avec cet effet-là sur Mega Drive aussi, c'est intéressant. Ça, c'est un stage qui est inspiré de Shinobi. Il y a pas mal d'inspiration dans chaque niveau. On a essayé de mettre un petit truc en plus. C'est pas que du action plateforme. Il va y avoir des séquences un peu originales dans chaque niveau. Alors, on avait fait faire aussi un petit dessin animé pour le trailer. On avait pas mal bossé là-dessus. Puis peut-être après, vous passerez le trailer d'Astebros.
tout à l'heure, qui a été aussi assez rigolo à faire. C'est plus un live Oui, action. qui était, on l'a fait passer du coup voilà, Ah ben voilà. aussi dans l'overlay de Là, on départ, voit. mais c'est que c'est hyper chouette. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est Ouais. très imaginatif quand même. Ce petit côté kitsch qu'il y Bah, avait à c'était ça, l'époque. Bah oui, c'est C'était ça. vraiment Bah ouais. c'était le kitsch. En fait, on s'est dit, c'est intéressant de raconter comment ça a été fait. D'ailleurs, on s'est dit, ce serait super qu'on fasse un trailer avec des vrais acteurs. Comme il y a eu des pubs un petit peu sur Super Nintendo et Mega Drive, à l'époque, sur Mega Drive, il y avait le punk avec la crête là. On s'est dit, on voulait faire un truc vachement kitsch comme ça, volontairement. Sega, c'est plus fort que toi. Ouais, c'est ça. Sega does what Nintendo don't. C'était vraiment les pubs de l'époque. Et donc, on a trouvé en fait, c'est un studio brésilien, enfin, ils sont au Brésil, je crois. Qui fait ça en fait. Je les ai trouvés sur internet. Ils avaient fait des petits vidéos, des petits films d'horreur avec des costumes. Je me suis dit putain, c'est sympa ce qu'ils font. Je vais les contacter quoi. Puis en fait, super sympa. Je me suis rendu compte que, ils avaient des costumes et tout. Ils ont fait ce qu'il faut quoi. Donc ça, c'est des gens qu'on ne connaît pas du tout, qui sont habillés comme nos héros. Et je trouve ça super d'avoir ça, d'avoir ce genre de trailer quoi. C'est Donc, ils ont super fait un chouette. super taf, Ouais. ouais, je trouve. Ah ouais, c'est trop cool. Voilà, avec quelques images du jeu aussi derrière. Le jeu qui est quand même pour nous assez abouti par rapport à Demon's Lastborg. On est aussi un niveau au-dessus en termes de polyfilling et de contenu, parce que c'est aussi un jeu qui peut se jouer à deux pour Last of Us. Oui, c'est D'ailleurs, ce que j'ai vu aussi. Dans le chat, on demande c'est un giveaway de quoi du coup? C'est l'un des deux jeux, du coup. Alors, c'est un peu au hasard, parce que du coup, il y a 3 clés à gagner. Vous aurez les 2 jeux parmi ces 3 clés. Le gagnant sera contacté par chat Twitch, en chat privé. Et vous pourrez récupérer la clé d'activation sur Steam. Voilà, donc c'est pour PC, évidemment. Je pense que tu peux faire le tirage. Ouais. En régie, le vainqueur va s'afficher normalement dans le chat. Et c'est Philou qui a gagné. Bravo. Voilà. Bravo à Félicitations. toi, tu gagnes la Félicitations. première clé. C'est sympa. Voilà, Mais du après, coup, Voilà. tout à l'heure, tu parlais du solo brésilien, mais du coup, est-ce que vos jeux marchent bien à l'international? Alors c'est aussi un gros défi ça. L'international, on s'est rendu compte donc quand on a commencé que la majorité des ventes venaient déjà des États-Unis. Vraiment on a 40% de toutes les ventes qui viennent de là-bas. Ensuite on a la France qui est quand même mine de rien, il y a pas mal de passionnés, il y a une grosse commune aussi en France. Donc ça c'est aussi une grosse part de marché. Puis on a 2 autres marchés qui sont plus compliqués mais qui sont intéressants quand même. Il y a le Japon. Ouais. Pour intégrer le Japon, c'est pas évident. Il faut que le jeu soit traduit déjà, parce qu'il y a pas mal de... Ils sont pas tous bilingues au niveau de l'anglais. Donc on a traduit intégralement. On a fait une version Asia de notre premier jeu, en fait, Demon's Lastborg Asia, avec donc plusieurs langues. Donc il y a du chinois, il y a du japonais, du coréen, pour essayer de s'ouvrir un peu plus de monde. Et en fait, pour tout ce qui est pub dans ces pays-là, on se rend compte que ça suffit pas de faire que les youtubeurs anglais en parlent, parce que c'est pas des youtubeurs qui sont suivis là-bas. Et donc, on a une commerciale japonaise qui s'appelle Hiromi qui s'occupe un petit peu de contacter des youtubeurs, par exemple, japonais, ou des boutiques qui vont ensuite faire connaître un petit peu le jeu là-bas. Et en fait, c'est comme ça qu'on a des ventes de japonais qui sont venus plus tard, en fait, mais pas dans un premier temps. On a aussi un autre marché qui est intéressant pour nous, c'est justement le Brésil. C'est très compliqué parce que c'est des grands fans de la Mega Drive, vraiment des fans hardcore. Je sais que là-bas, ils produisent encore des Mega Drive avec Tectoy. Donc ils y jouent encore régulièrement. Ah oui, ok. Ils sont vraiment fans de nous, ils nous suivent, vraiment une super communauté. Par contre, ils ont malheureusement pas forcément les moyens, sachant qu'en plus, il y a des énormes taxes lorsqu'ils importent des choses au Brésil. C'est-à-dire que dès qu'ils commandent un jeu, au lieu de payer 70 €, ils vont payer 100 quoi. Ok. Sachant qu'en plus là-bas, ça représente énormément d'argent. Donc pourquoi pas, on est en train de regarder, pourquoi pas essayer de produire directement sur place là-bas au Brésil. S'il y a un marché, ça peut être intéressant pour nous aussi. D'arriver à toucher le plus de monde possible, c'est aussi un défi quoi. C'est intéressant que tu parles du Brésil. J'écoute souvent des podcasts de jeux vidéo et souvent ce qui se dégage de certains studios, c'est que le Brésil est un public qui consomme des jeux autrement que nous. Et je trouve ça sympa que vous ayez trouvé une communauté là-bas. On a vraiment énormément de fans du Brésil qui ont juste pas forcément les moyens d'accéder au jeu, et c'est un truc qui nous embête un peu. On aimerait en fait arriver à ce que tout le monde puisse jouer au jeu quoi. Mais c'est vrai que voilà, je vais peut-être parler du coup. Ah, on a juste la caméra qui s'est... Aïe. C'est un problème qu'on a très régulièrement. D'accord, pas de souci. Pas de souci. On nous entend toujours, il n'y a aucun problème là-dessus. Pas de souci. Et on revient, voilà, on est de retour. Je vais peut-être montrer un petit peu de quoi ça Ouais. se compose le jeu pour Bien sûr. qu'on parle un petit peu des coups et peut-être des difficultés. Mais... Bon, donc voilà, en fait, c'est vraiment comme à l'époque. Donc il y a même des trucs en plus. Petit bonus, ouais. Petit bonus. Donc on a la cartouche. Voilà, la cartouche Mega Drive. Donc avec la PCB à l'intérieur. Faut bien la montrer à la caméra. Donc ça, c'est l'intérieur Voilà. pour voir un petit peu la PCB. Et c'est donc ça qui coûte cher à produire parce que c'est artisanal, c'est fait en France par l'entreprise Rétroélectronique.
Et donc ça, c'est rien qu'à fabriquer, on est sur une vingtaine d'euros, donc c'est assez, assez élevé. Ouais. On a les notices, bon ça c'est pour l'épilepsie, on est obligé de mettre ça. Et le manuel, donc ça c'est un truc qu'on perd un peu dans le bon vieux manuel, avec voilà, donc il y a le scénario, il y a le scénario, les personnages, un petit peu les ennemis, les environnements. Et voilà, donc quelques petits tips aussi, quelques tutos. Donc il y a un peu de tout, on a aussi une planche de stickers, parce qu'on essaye, comme on est sur du physique, on essaye de mettre quelques goodies en plus, tant qu'à faire. Et on a donc une carte postale, des stickers aussi. Et puis il faut aussi savoir que la cover que vous voyez ici, elle est réversible. Donc en fait on a notre artwork derrière. Et c'est comme ça dans tous nos jeux, donc on a vraiment... on a le choix en fait sur ce qu'on veut mettre. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Ça fait de véritables objets de collection en fait du coup. Du coup, il y a ce côté collection totalement là-dedans. Et c'est un peu ça qu'on a envie de mettre en avant aussi. Mais c'est normal, oui. Voilà, on a envie que le physique ait toujours une place, même si pour nous, ça revient à beaucoup de travail, parce que quand on a un Kickstarter, donc Astebros, pour le Kickstarter, on a eu 2 fois plus, même un peu plus, on a eu 100 000 € pour le Kickstarter, ce qui veut dire qu'on avait à peu près 1000 commandes de jeux. Et donc quand le jeu est sorti, qu'est-ce qu'on a dû faire ? On a dû préparer 1000 cartons avec nos petites mains et les envoyer, donc, alors qu'on était 2-3 dans la salle à faire ça, donc on est une toute petite boîte, on n'est vraiment pas beaucoup d'employés, et donc ça prend du temps, et c'est aussi un défi, parce que les acheteurs sont là, les joueurs sont là, il est où mon jeu, et ce que je peux comprendre, ça prend du temps, ça prend du temps de tout envoyer. En plus, à côté de ça, on a le développement, donc même si si je suis développeur, je dois aussi m'occuper des cartons, c'est vraiment, on doit être polyvalent. Donc il faut essayer de bien répondre aux mails, faire les colis, faire le jeu. C'est vraiment un métier à plein temps, vraiment. Voilà, et donc par rapport au coût, tout ça surtout la PCB en fait fait que ça revient à un coût assez élevé. Et donc on aimerait revenir sur des PCB classiques, donc de 4 mégas, parce que ça c'est du 16 mégas. PCB classique qui coûte beaucoup moins cher, et que du coup on pourrait offrir effectivement moins cher et peut-être plus abordable pour tout le monde en fait. Voilà. C'est un peu l'objectif. Là du coup, si on veut acheter la boîte vraiment format Mega Drive et tout ça. Tout ça, c'est sur le site officiel. C'est sur le site officiel de Neofeed. Neofeed-studio.com. Ok. Donc il y a tout. Alors il y a même je vais en parler, c'est le prochain jeu sur lequel on travaille. Donc il y a ces 2 jeux qui sont achetables, donc vous pouvez les acheter en boîte. Il y a aussi juste la cartouche, voilà, si vous voulez. Et puis il y a aussi les ROM qui sont disponibles à l'achat. Et puis là, on travaille sur du coup un prochain jeu. En fait, on a été contacté par une entreprise américaine qui s'appelle Bitbeam Canon. Ils font aussi ils sont dans le jeu rétro. Et là, ils sont en train de faire un jeu qui s'appelle Demon Claw. Donc, ils le développent, eux, pour le PC, donc pour les plateformes modernes. Et en fait, ils nous ont demandé de faire le portage Mega Drive. Voilà. Donc, il y a aussi Pixelart qui fait le portage Neo Geo. Et donc, on a en fait 3 équipes qui travaillent sur le jeu pour faire les 3 versions différentes. Donc, on a fait un Kickstarter, je crois, en octobre. Et on a eu presque 150 000 € cette fois. Et donc voilà, aujourd'hui on travaille activement sur Demon Claw pour, je pense, le terminer d'ici quelques mois, parce que c'est un jeu qui sera beaucoup plus arcade et donc beaucoup plus rapide à coder. Ce sera aussi, en fait, on se base sur le moteur qu'on a déjà. En fait, on a déjà du code, on l'améliore, on l'adapte en tout cas pour ce nouveau jeu-là. Et donc voilà, Demon Claw sortira sûrement cet été. Il est déjà possible de précommander sur le site. Okay. Il a un prix moins cher parce que justement, il sera sur une cartouche classique, lui. Il rentre dans du 4 mégas, donc comme les jeux de l'époque. Et à côté de ça, on travaille sur des petits projets, des petits prototypes, qu'on essaye de voir si peut-être il y a moyen d'aller voir d'autres consoles aussi. Ok. Voilà. Donc pour ce Demon Claw, on n'est pas dans le même univers que pour les 2 précédents jeux, parce que les 2 précédents jeux se passent dans le même univers. C'est ça se passe dans l'univers d'Asteborg, sachant que en fait, Astebros, donc notre 2e jeu, est un préquel, donc il se passe des centaines d'années avant. Ça parle un peu de la construction du royaume d'Asteborg, en fait, des débuts, puis Demons of Asteborg se passe plus tard. Là, Demon Claw, même s'il y a démon dans le titre, c'est pas du tout pareil, c'est un autre univers, donc créé par Bitbeam Canon, c'est eux qui créent cet univers-là, mais on a quand même une inclusion, c'est-à-dire que dans le jeu, on aura quand même Gareth, donc le héros de Demons of Asteborg, qui sera jouable. Donc il y a un petit clin d'œil, quand même, mais on est sur un autre univers, avec des monstres nordiques, etc. C'est un peu différent, on reste dans de la fantasy. C'est de la fantasy, ouais. Mais c'est pas exactement la même chose. Voilà. La fantasy, c'est quelque chose qui était apporté du coup par Zelda surtout. Il y a eu du Zelda, mais il y a aussi il y a beaucoup de Ghosts and Goblins, parce que c'est même si c'est assez sommaire en termes de graphisme, etc., de lore, parce que c'est quand même un assez vieux jeu, mais moi j'ai grandi avec ce jeu-là et il me fascinait quand j'étais petit. Donc il y a Ghosts and Goblins et ses suites en fait. Il y a Castlevania, il y a j'allais dire. Il y a pas mal Castlevania, il y a Bloodborne. Bloodborne, c'est plus l'aspect comment dire.
c'est un aspect qu'on n'a pas encore exploré, mais que j'aimerais beaucoup explorer. Tout ce qui est un peu Lovecraftien, en fait. Oui. Voilà, mais même si c'est pas vraiment présent dans nos jeux-là, qu'est-ce qui vraiment a inspiré ces jeux-là Ouais, on peut parler de Zelda aussi, je pense, parce que j'en ai fait beaucoup de Zelda. Mais c'est tout cet univers-là, de fantasy médiévale qui nous plaît pas mal, mais c'est vrai qu'on aimerait aussi essayer d'aller un petit peu ailleurs pour toucher peut-être d'autres gens aussi, parce que je sais que c'est pas un univers qui parle forcément à tout le monde, mais voilà, je pense qu'on a envie de se diversifier un peu et de pas rester toujours dans la même chose. Ok. À terme, ça viendra. Ok. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il dit dans le je chat, je comprends pas la question. Est-ce qu'un Minecraft en 2D sur Mega Drive, ce serait compliqué. Mais il y a déjà, ça serait une sorte de Terraria en fait. Ah oui, oui. Sur Mega, ce serait compliqué. Je sais pas si ce serait compliqué vu qu'on peut utiliser la génération procédurale. C'est surtout au niveau de la sauvegarde en fait. Je sais pas comment tu stockes. Tu aurais une seed de ton monde, mais quand tu commences à l'altérer, comment tu stockes tout ça, ça va commencer à faire beaucoup quoi. Pour une Mega Drive. Mais oui, une sorte de bac à sable sans sauvegarde, il y aura aucun problème, je pense, sur Mega Drive en 2D. Après, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça plairait aux joueurs Voilà, parce qu'en fait, là, on va toucher surtout, je pense, avec ça, des joueurs modernes. Et les joueurs modernes, c'est pas ceux qui forcément ont une Mega Drive et jouent sur Mega Drive. Donc, je pense que c'est un marché qu'il faut quand même bien cibler. C'est des gens qui jouent plus peut-être à des shoot'em up, des beat'em all aussi, ce genre de jeu-là. Donc voilà, faut pas se tromper de cible, mais c'est vrai qu'on aimerait aussi toucher le marché indé moderne un jour. Et pour ça, on a pas mal d'idées aussi, mais c'est vrai que c'est plus risqué parce qu'on n'a pas notre communauté. Enfin, on n'aurait peut-être pas une communauté qui nous suivrait, donc c'est encore quelque chose d'autre, quoi. Mais à terme, on aimerait bien essayer. Dans le chat, il y a Ricardo qui dit quelque chose d'intéressant, qu'il aime beaucoup aimer les jeux en coop. Est-ce que les deux jeux sont jouables en coop? Et s'ils ne le sont pas, est-ce que tu comptes faire ça dans le futur? Alors, Demon the Fastborg, il est uniquement jouable à un joueur. On a vu qu'à quelques stades du développement, on a fait quelques tests en 2 joueurs avec un joueur qui contrôlait les ennemis et l'autre qui contrôlait le joueur. C'était assez fun, mais c'était trop de travail pour que chaque ennemi ait son comportement à coder pour le joueur. Mais on a décidé de garder ce côté multijoueur pour Astro Bros. Donc là, pour le coup, c'est de la coop. Et en fait, donc on a 3 personnages, donc le ranger, le chevalier et le mage. Et donc on peut jouer à 2 simultanément. Donc chaque joueur choisit un de ces 3 personnages et on peut faire toute l'aventure en 2 joueurs intégralement. Donc voilà, c'était aussi un gros challenge parce qu'il a fallu optimiser pas mal parce que 2 joueurs, s'il y a le ranger et le mage, c'est des joueurs qui peuvent utiliser les projectiles. Donc ça fait beaucoup de choses à l'écran. Ça, plus les énormes boss ou beaucoup d'ennemis, ça peut commencer à faire ramer. Donc ça a été aussi un gros travail d'optimisation pour que ça tourne bien sur Mega Drive. D'accord, ok. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que le multijoueur, pour Astro Bros, c'était primordial pour nous. Ouais. C'était vraiment le cœur du jeu. Ouais. Il y a une autre petite question sur le chat, désolé, mais ça s'enchaîne aussi. Bah, Vous savez combien de joueurs uniques jouent à vos jeux? C'est une bonne question. Je pourrais pas dire. Je pense qu'on doit être sur. Je crois qu'on a 20 000 ou autour de 20 000 wishlist sur Steam. Mais en termes de vente, est-ce qu'on peut parler de joueurs uniques? Je pense qu'on doit être sur du 10 000 joueurs uniques. Après, bien sûr, on aimerait toucher beaucoup plus de monde. On a testé. On a fait un partenariat avec Limited Run pour les versions Switch de Demon the Fastborg et tout est parti, tout s'est vendu. Donc je pense qu'il y a encore un gros potentiel parce qu'en fait il y a des gens qui nous découvrent tous les jours avec Demon the Fastborg parce que le jeu est sorti il y a quand même bientôt 3 ans et malgré tout on a toujours des ventes régulièrement, donc en fait les gens nous découvrent. Donc je pense qu'il y a encore un potentiel commercialement pour Demon the Fastborg et Astro Bros totalement. En termes de joueurs uniques, je dirais environ 10 000. Mais c'est vrai que ce serait bien si on arrivait à se faire encore plus connaître et à toucher plus de monde. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de rétro gamers, il y a du potentiel, quoi. Oui, bah nous c'est vrai que avec Mike c'est des jeux qui sont très susceptibles de nous attirer. Pourtant on a appris que récemment encore qu'ils existaient. Avant ça, avant d'avoir le projet de cette émission, on n'en avait pas forcément connaissance. Donc oui, je pense que c'est pareil dans le chat. En fait, on a un public de gens qui aiment beaucoup les jeux et notamment ce type de jeu-là. En fait, et oui, pourtant, voilà. Dans le marché indé, on a vu, depuis Shovel Knight, en fait, on a vu que le rétro, il revenait un petit peu en bombe. Et donc il y a pas mal de jeux qui sortent à esthétique rétro, mais bon, sans les contraintes de l'époque parce qu'on est sur PC. Et là, on est vraiment dans un autre cas de figure où on essaie de redonner un petit peu vie à ces consoles-là, de jouer sur cathodique, parce que voilà, quand on va en convention, il y a tous nos collègues qui viennent avec leur écran plat pour leur jeu PC, et on se ramène avec la télé qui fait 30 kilos. Et c'est pas évident à transporter, mais ça a aussi un charme quoi, de jouer sur cathodique. Ouais, carrément, ouais. Ça touche à la nostalgie, et c'est un truc qui nous plaît beaucoup. Je me rappelle que quand j'avais visité du coup au studio, on nous avait accueillis. Vous aviez un coin avec télé cathodique et petit canapé pour reproduire un peu l'ambiance de l'époque.
C'est ça. tester vos jeux. En fait, il faut savoir que quand on reçoit donc, en fait, nos PCB, donc les cartes électroniques sur lesquelles sont gravés le jeu, en fait, quand on les reçoit dans nos locaux, on les teste. Parce que pendant le transport, il peut y avoir des problèmes, il y a toujours un pourcentage d'erreurs. On ne peut pas envoyer les jeux sans les tester. Donc on les teste. Et on a un petit coin du coup rétro gaming où on teste nos PCB et puis de temps en temps, on joue aussi un petit peu aux jeux des collègues et aux vieux jeux aussi. Donc on a une NES, une Mega Drive, on a une Game Boy, on a pas mal de trucs et on aime bien se replonger un petit peu là-dedans, quoi. Voilà, c'est toujours sympa. Des gens dans le chat qui parlent de Dave the Diver, qui est un excellent jeu. Et surtout une question intéressante. Alors, il faut que j'arrive à lire. J'avoue que le style de jeu que vous faites n'est pas forcément ce que j'aime vraiment, mais ça m'intéresse quand même. Et la question est la suivante. Comptez-vous séduire les joueurs comme moi et c'est oui, comment ? C'est vrai qu'après avoir touché le marché de la Mega Drive, et donc les joueurs Mega Drive qui sont des joueurs qui aiment certains jeux en particulier, on aimerait quand même, pour la survie de l'entreprise et pour son santé financière aussi, parce que c'est vrai que ce serait bien si on était un peu plus tranquille, on aimerait toucher un marché plus large aussi. Et donc pour ça, c'est sûr que les jeux modernes, là on parle de Dave the Diver par exemple, sont assez différents de ce qu'on fait. Dave the Diver qui a quand même été fait par un gros studio. Qui a été fait par un gros, qui est présenté comme un jeu indé, mais qui a quand même un financement assez énorme. C'est ça. Mais même si c'est du pixel art. Et donc nous, c'est vrai que c'est un peu l'objectif de toucher les joueurs aujourd'hui, les joueurs indés modernes qui ont peut-être 20-30 ans en fait, parce que nous, notre cible, c'est plus de 35 ans pour la Mega Drive. Là, si on veut toucher plus du 18-30 ans, c'est des styles de jeux qui vont être assez différents. Donc on va se rapprocher du Hollow Knight par exemple. Dans le Metroidvania, en tout cas, c'est un truc qui moi, me plaît beaucoup aussi. Et donc on a un projet qui arrive et qui sera uniquement du Metroidvania. On hésite un petit peu à choisir l'esthétique du jeu. Parce qu'en fait, nous, on adore le pixel art, mais on se rend compte finalement que c'est pas universel, qu'il y a plein de gens qui n'ont pas grandi avec et qui en fait préfèrent juste le style traditionnel des dessins. Comme on a dans Hollow Knight, par exemple, ce style-là, c'est quelque chose qui les attire plus. Donc on se pose la question, est-ce qu'on pourrait partir sur quelque chose comme ça ? Voilà, parce que même si nous, on est fan de pixel art, on se rend compte que c'est pas le cas de tout le monde. Donc peut-être proposer aussi deux aspects, faire une version Mega Drive en pixel art et une version moderne en dessin traditionnel. On se pose des questions pour toucher plus de monde. C'est vrai que ce serait intéressant pour nous aussi de grandir et de toucher un marché plus gros. Ok. Totalement. Maintenant, cette idée de grandir justement et de toucher peut-être plusieurs styles, j'imagine que dès que tu penses à un style, il faut que tu penses aussi aux artistes avec lesquels tu vas bosser. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire combien d'artistes sont impliqués sur chacun des jeux et même des projets, et plus globalement, de combien de personnes est composée votre équipe ? D'accord. Alors en fait, il faut séparer le cœur de l'équipe, qui en fait est composé de Christopher et moi, en fait, des développeurs et chefs de projet. Donc c'est nous qui allons piloter un petit peu, donc prendre contact avec les artistes, comment faire les commandes, créer le jeu, concevoir le jeu. Après, on a une équipe qui est plus large au niveau des expéditions et tout ce qui est administratif et marketing. Donc on a Elise qui s'aide avec moi, qui m'aide au niveau des expéditions et du marketing. On a Louise qui faisait de l'administratif mais qui nous a quittés. Hiromi qui fait du commercial japonais. Et Christophe qui est mon père qui est le producteur. Donc ça c'est vraiment le cœur qui fait les gens qui sont dans nos locaux. Et ensuite en dehors de ça on va avoir des artistes tout autour du monde qu'on va aller un petit peu trouver, démarcher Christopher et moi pour leur demander de travailler avec nous en fait. On a une grosse phase de recherche avant nos projets, surtout pour Demon the Fastborg parce qu'on partait de rien, donc on n'avait aucune connaissance, on connaissait personne là-dedans, donc on a dû vraiment aller chercher des artistes et surtout on était très difficile. C'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que les pixel artistes, déjà trouver un bon pixel artiste, c'est très compliqué. Et on voulait quelque chose qui nous plaise et qui nous rappelle vraiment, qui soit au niveau de peut-être Demon Crest ou même Castlevania, en termes de graphisme. Donc là-dessus, on est allé trouver, je pense qu'on a quoi en termes de pixel artistes, on doit être à 3-4 pour le premier jeu. Ensuite, il y a aussi ceux qui font les illustrations. Donc pour Demon the Fastborg, c'était Louis Martins qui a fait l'illustration. Là, on travaille avec Dan Makuman maintenant pour Astbros. Donc on a aussi des musiciens, mais c'est très compliqué parce on avait un musicien russe pour le premier jeu. Voilà, il y a eu la guerre, donc il a été mobilisé. Ok, d'accord. On a des gens on connaît aussi des gens qui ont fui un petit peu la guerre, donc voilà, c'est très compliqué. Il faut savoir que comme on ne travaille pas qu'avec des Français, il y a des situations qui sont très différentes. Voilà. Et pour répondre à ta question, je pense il y en a vraiment beaucoup des artistes, mais sur chaque projet, on est sur plus peut-être une douzaine à travailler dessus. Voilà. Après, c'est des artistes qui vont travailler peut-être
de façon ponctuelle. Peut-être des gens à qui on va demander, par exemple, voilà, 2-3 illustrations pour le jeu. Donc, ça va pas être sur toute la durée du développement, mais ils auront quand même participé. Après, il y a des artistes qui sont beaucoup plus récurrents, comme Arcade Hero, qui est un petit artiste avec qui on travaille beaucoup, avec qui je suis en contact quasiment tous les 2 jours, quoi, pour avancer, pour commander des Ok, ouais, à ce des point, ouais, décors, d'accord. etc. Donc, chacun a un degré d'implication très différent sur le jeu. Voilà. Et c'est vraiment nous, Christopher et moi, qui allons les chercher, les trouver, un petit peu ces pépites, en fait, parce que c'est vraiment des gens talentueux. Et voilà, et on va travailler avec eux quand c'est possible, en tout cas. Ok, d'accord. Il y a quelques questions dans le chat. On dit, alors oui, il y en a beaucoup. Hein. Tout à l'heure, ouais, on nous disait est-ce qu'il y aurait une démo test juste après. On a malheureusement pas prévu ça. Je voulais ramener un Mega Drive pour qu'on puisse jouer un petit On peu. voulait vraiment on faire, aurait pu- on Malheureusement, aurait pu c'est un peu après, plus galère que ça. Normalement, il y a les démos des jeux sur Steam. Il y a des démos, bien sûr, il y a Oui. des démos gratuites de jeux. Voilà, si vous voulez les tester vous de votre côté, c'est possible. Nous, en fin de live, je sais pas si on le fera, je pense pas. La question, ouais, comment voyez-vous Néophyte d'ici 5 à 10 ans? Elle est intéressante. C'est un peu qui tout double, en fait. Comme je vous disais, donc on est toujours un petit peu dans la survie, en fait, financièrement. On va pas faire ça pendant 5 ou 10 ans. Il y a un moment où, si ça marche pas vraiment, Oui. je pense que voilà, pour notre santé mentale et financière, on arrêtera. Mais je pense qu'on a des idées et qu'on a un peu compris le chemin à prendre. Si tout se passe comme on le souhaite, en tout cas, on aura peut-être intégré un marché plus moderne. Donc peut-être qu'on fera toujours des jeux sur Mega Drive, mais ce sera peut-être plus une priorité. Peut-être qu'on essaiera vraiment de travailler avec des gros éditeurs indés. Et on aura, je pense, on aura en tout cas au moins un gros succès sur notre prochain jeu moderne, parce que voilà, là on a un projet quand même qu'on avait un peu teasé il y a peut-être quelques années, qui avait dû être mis en pause parce qu'il était trop gros et coûtait trop cher. Et donc si Demon Claw et donc l'autre petit projet sur lequel on bosse en ce moment rapporte un peu, je pense qu'on va pouvoir lancer vraiment un gros Kickstarter pour ce projet-là. Et lui, il y a moyen qu'il plaise vraiment à beaucoup de monde, parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. On a plein d'idées, je pense qu'on a plein de trucs chouettes à montrer, quoi. Donc si ça marche, je pense que dans 5-10 ans, on sera Ça tranquille. resterait un jeu, projet en tout cas à destination de console rétro ou de... Je pense que on va mettre l'accent sur les consoles modernes, Mhm. mais qu'il y aura une contrepartie rétro. En fait, on va dire un portage finalement rétro, avec bien sûr les limitations que ça comporte, parce qu'on pourra pas faire on pourra pas faire un truc aussi beau forcément que sur les consoles Ouais, modernes, évidemment. Ouais. mais on va quand même mettre le max pour faire un beau produit, quoi. Ok. Donc, mais on va plus axer notre priorité sur les consoles modernes à venir, parce que financièrement, je pense que il va le falloir, quoi. Oui, oui, Au ouais, bout d'un moment, si on rentre dans peut bien l'entreprise, si on comprendre. veut être rentable. C'est notre métier à plein temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait ça aussi à côté de notre métier, mais non, on fait ça tout le temps. Donc c'est notre seule source de revenus. Et donc voilà, c'est un vrai challenge des fois. Mais en même temps, je trouve que c'est déjà une très très belle réussite d'avoir déjà réussi à produire 2 jeux Bah, dans cette philosophie-là, quoi. C'est vrai que il faut quand même pas oublier qu'on a des sources de revenus externes, donc qui viennent par exemple de Christophe, qui est notre producteur, qui lui est prestataire, donc il a mis beaucoup d'argent dans la boîte au début en tout cas, Oui. même si on a atteint une certaine sorte d'autonomie. Sans lui, ça n'aurait pas été possible, et donc c'est vrai que ça peut être compliqué pour les gens qui se lancent aujourd'hui de faire que ça directement. Moi, je conseille plutôt de garder votre job actuel, peut-être faire moins d'heures, mais travailler un petit peu à côté sur votre projet. Puis dès que vous avez un projet, parce qu'il y a un gros truc avec les Kickstarter, c'est qu'il faut montrer quelque chose qui a l'air fini. C'est un peu le paradoxe avec Kickstarter. Pour les petits créateurs qui souhaitent se lancer là-dedans dans les campagnes de financement, si vous faites un projet, votre vision du projet, celle que vous allez raconter, ne suffira pas en fait. Il va falloir montrer quelque chose. Si vous voulez que ça marche, il va falloir montrer un Ouais, projet c'est pas qui a qu'une l'air note fini. d'intention, ouais. Donc il faut, même si vous faites pas tout le jeu, préparez juste quelques scènes, quelques décors, quelques ennemis, quelques trucs qui sont finis, qui paraissent finis en tout cas, pour donner l'impression aux gens qui vont voir ce projet-là que c'est super et ils ont envie d'y jouer maintenant, quoi. Et ça, c'est un gros challenge aussi pour nous aussi. Quand vous voyez nos trailers Kickstarter et le jeu final, il y a quand même une grosse différence, parce que l'ambition elle va un petit peu à la hausse pendant le développement, et puis on avance, quoi. Ça ressemble plus à la même chose. Donc ça, c'est un truc aussi, si vous voulez vous lancer là-dedans et que vous avez l'opportunité de le faire dans votre temps libre, peaufinez bien avant de faire un Kickstarter, et puis il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Là, c'est très intéressant comme conseil en tout cas, et c'est C'est les erreurs qu'on a fait nous, et Ouais. si ça peut aider un petit peu les autres développeurs indépendants, c'est bon à savoir, quoi. Voilà. même c'est bien de se rendre compte que c'est aussi un milieu qui reste difficile à Ah bien sûr, le jeu à vidéo, faire, voilà, ouais. c'est un domaine qui me fait rêver, parce que je voulais faire ça quand j'étais petit, quoi. Mais c'est un domaine aussi où, à part certains qui explosent et qui font je sais pas, il y en a plein. Céleste par exemple, qui est un jeu indé, pareil.
graphiquement, c'est joli, mais je veux dire, ça paye pas de mine, c'est du pixel art qui coûte pas des milliers à produire. Je veux dire, voilà, en termes de production, Céleste, par exemple, ça doit pas être très cher, mais par contre, c'est une super idée, c'est super bien exécuté. Voilà, ça a bien marché, quoi. Et donc, en fait, ces jeux-là, ces studios qui explosent, il y en a pas tant que ça. Donc, faut avoir la bonne idée, faut le bon créneau. C'est un métier difficile, mais quand on a la passion, je pense que rien n'est impossible. En tout cas, voilà, on va essayer de continuer et de faire que ça marche. C'est pas moi qui vais te contredire, parce que je vis aussi de ce métier fabuleux Voilà. de streamer, donc On a la chance que voilà, il y a quand même beaucoup de communautés, il y a quand même beaucoup de gamers et qui nous soutiennent beaucoup. C'est vrai qu'on a tendance souvent à voir que les messages négatifs dans nos commentaires, mais en fait, on reçoit des messages adorables, des gens qui nous disent c'est super ce que vous faites, continuer. ouais, c'est souvent le cas, oui. Il y en a qui ont commencé en fait le développement de jeux vidéo grâce à nous apparemment, qui viennent nous voir en salon et qui nous disent ça nous touche beaucoup. Donc c'est super. Il faut se concentrer là-dessus, sur le positif, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, et puis voilà, essayer de. Ouais. Et se rendre compte que pour un mec qui va pas être content, il y en a peut-être 100 ou 1000 qui sont hyper heureux, et qui le disent pas forcément. Et qui le disent pas, ouais. La majorité est silencieuse. C'est ça. Alors mais que oui. voilà, on se rend compte qu'on Ah oui, ceux qui ont envie de gueuler gueulent toujours plus fort. Par contre, oui. Mais c'est vrai qu'on a quand même la chance parce que nos critiques sur les deux jeux sont quand même plutôt bonnes. Demons of Astborg, c'est un peu plus. Enfin, on a eu quand même des bonnes critiques, mais certains étaient un peu plus mitigés. Et Astebros, c'est quand même plutôt unanime parce qu'on a essayé justement de corriger certains points qu'on nous avait reprochés, comme la difficulté dans Demons of Astborg qui est quand même très rétro. Okay. Là, on a un jeu plus accessible. Ouais. Puis surtout, on peut progresser, c'est-à-dire on gagne pas des niveaux, mais on peut débloquer des armes, on peut acheter de la vie. Et donc le jeu devient plus facile en fait. Donc on peut se faciliter la vie avec Astebros. Donc voilà, on essaie de prendre en compte un petit peu les remarques pour faire des jeux de mieux en mieux en fait. Donc là-dessus, on est confiant aussi. Puis surtout, voilà, si vous vous lancez là-dedans, faut pas avoir peur pas de faire des nuits blanches, mais ouais, de perdre un petit peu en sommeil parce que c'est beaucoup de travail. Il y a une question très intéressante sur le chat. C'est quoi une journée type de Neofield? Waouh! Alors je vais raconter ma journée type parce que ce sera pas forcément celle de tout le monde et j'encourage pas à faire pareil. Mais alors moi, je commence ma journée assez tard, c'est-à-dire que je commence au bureau à 10h. Ok. C'est pas des horaires classiques. Donc de 10h, on va dire à 12h30, on travaille sur Demon Claw par exemple avec Christopher. Ensuite, entre 12h30 et 14h, on va faire pause repas. On va finir de la pause repas avec un petit Smash Bros. Donc on fait quelques parties. Des fois, ça dépasse un peu. Mais on ne peut que valider. Donc jusqu'à 14h, parfois 30, voire un peu après, c'est Smash. Puis après, on arrête et là, on retourne bosser. Ton main sur Smash? J'en ai plein. Je dirais Ike et Meta Knight. Vraiment, ok, très bien. Mais voilà, ça change souvent. Moi, j'ai joué Kirby une fois. Kirby, pour débuter, c'est le meilleur perso. Il paraît que vraiment. Mais voilà, donc on joue beaucoup à ça. Un peu de Mario Kart aussi. Et donc ensuite, on reprend la journée 14h30, puis jusqu'à 18h, on n'arrête pas. Donc il y a des journées où ça va être que du développement de jeux vidéo. Il y a des journées où ça va être que des cartons, donc des expéditions. Et c'est des journées qu'on aime un peu moins, mais il faut le faire aussi. Parce qu'on sait qu'on va au boulot, on va pas coder, quoi. Mais bon, faut livrer tout, quoi. Donc c'est des journées qui peuvent vraiment changer. Il y a des jours où on va faire des cartons, il y a des jours où on va faire du code. Il y a des jours où on va, par exemple, faire des interviews ou aller en convention. Donc ça change beaucoup. Et puis, en fait, là où la journée d'un salarié lambda s'arrêterait peut-être à 18h, moi, de mon propre chef, je vais chez moi ensuite travailler un petit peu, même pas mal, le soir. Donc après les heures de boulot, après le repas. J'ai la chance d'avoir une copine qui est prof. Et donc, elle prépare aussi elle corrige les copies, elle prépare ses cours. Donc, en fait, tous les deux, on travaille en fait jusqu'à peut-être 23h, 23h30. Ok. Et donc, moi, j'avance. Alors, c'est pas du tout quelque chose qui m'est imposé par Christophe, qui est mon patron et mon père aussi. C'est vraiment quelque chose que comme je porte un petit peu Neofield Studio, je pense que ça demande un investissement personnel. Je pense que sans ça, on n'aurait pas pu sortir Astebros dans les temps. Je peux comprendre complètement. Et bon, c'est quelque chose que je prends sur moi et c'est quelque chose qui me plaît aussi de rentrer chez moi, de bosser le soir sur mon setup. Et j'avance aussi beaucoup comme ça. Et ça permet, par exemple, les jours où on ne fait pas de développement, d'avancer quand même sur le projet. Donc, c'est vraiment un métier où il faut beaucoup bosser. Mais bon, voilà, que ça permet aussi de parvenir à faire des jeux à la hauteur de nos ambitions, en tout cas. J'ai l'impression que c'est toujours un peu le cas quand on est créatif. On peut pas s'arrêter à des horaires très fixes et on est obligé d'insuffler un peu de notre âme dans nos projets. Je pense que si on n'a pas de passion, faut pas faire ça en fait. Je pense que, après on a beaucoup de débats parce que je sais qu'à la française, à la japonaise c'est un peu différent. Ils n'hésitent pas à dépasser un peu leurs horaires. Oui. Nous, c'est pas quelque chose qu'on demande à Neofield Studio. Nous, c'est vraiment, il y a du temps pour Smash, il y a du temps tu peux arriver à 10h05, tu peux partir. On ne demande pas de travailler à la maison.
Mais je pense que, en tout cas pour moi, c'est un peu de mon devoir de... Parce que je suis aussi actionnaire de l'entreprise, je suis aussi... Enfin voilà, quoi. Ça, c'est un peu en fonction de mon travail que dépend la santé financière de l'entreprise. Je ne peux pas me dire, ok, à 18h j'arrête et puis peu importe ce qui se passe. Oui. Donc je dois prendre... C'est un peu mon bébé en fait, les jeux qu'on sort. Donc faut pas hésiter le soir à mettre un petit point en plus quoi, pour faire ce qu'il faut pour que ça faire marche. ce qu'il faut pour que ça marche, pour que ça avance bien. Quoi. Voilà. Comme ils disent dans le chat, c'est la passion qui prend le relais. C'est la passion qui prend le relais, exactement. Ouais. Puis voilà, même je suis content en fait. Le soir, je me dis, putain, ce soir, je vais implémenter ça, ça va être super, ça va bien marcher et tout. Puis le lendemain, je suis content de le montrer à mes collègues. Regardez, je leur fais tester un petit peu. Voilà, ça aussi, c'est vraiment un aspect qui, moi, me plaît beaucoup, même si certains ne pourraient pas faire ça parce que je sais qu'il y a une vie après le travail. Oui, mais moi, j'ai la chance d'être avec ma compagne, d'être raccord, c'est-à-dire qu'on passe un peu de temps ensemble, on va manger, puis elle va bosser un petit peu sur ses cours, moi je vais bosser sur le jeu. Donc on arrive à trouver du temps pour nous, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de temps qui est pour le travail le soir. Ok. Donc voilà, c'est ça une journée type pour moi en tout cas chez Nofit. C'est sympa parce que du coup, quand même, tu alternes les projets sur lesquels tu bosses dans la journée. Oui. Tu bosses pas que sur le même tout le temps. Comme on disait, donc on a Demon Claw sur lequel on bosse actuellement. Oui. Et puis on a aussi les expéditions, ça change un petit peu, même si c'est pas ce que je préfère. Ouais. Et on a aussi donc les prototypes, c'est-à-dire qu'on a des petits projets sur lesquels on bosse pour voir, c'est un petit peu aussi un laboratoire, pour voir si ça plaît, si ça peut marcher, et s'il y a un projet qui peut sortir de là, quoi. Et donc là, on est en train de voir si on peut pas essayer quelque chose avec une autre console en fait. C'est vrai que la Mega Drive c'est sympa, mais on aimerait voir si du côté de Nintendo, il y a aussi un gros marché, je pense qu'il y a aussi beaucoup de passionnés. Moi-même, je viens de Nintendo à la base, j'ai eu une Super Nintendo quand j'étais petit. Et donc, c'est vrai qu'il y a des kits de dev qui sortent. Et là, par exemple, il y a Good Boy Galaxy, qui est un homebrew qui a été kickstarté donc, il y a quelques mois et qui sortira sur Game Boy Advance. Ils ont eu un Kickstarter qui a super bien marché. Et c'est une console qui permet de faire des choses vraiment pas mal. Par rapport à la Mega Drive, techniquement, on a plein de libertés qu'on peut faire. On peut faire ce qu'on veut. Ouais, j'imagine. On peut vraiment faire quasiment ce qu'on veut, donc c'est intéressant aussi. On est en train d'explorer un petit peu. J'imagine aussi qu'au niveau du parc de consoles disponibles, oui, les gens ont plus facilement des Game Boy Advance fonctionnels que des je pense que oui, la Mega Drive ça commence à se faire vieux. La Game Boy Advance, il y a pas mal on peut en avoir. En fait, il y a plein de types. Il y a la SP, il y a la micro. Oui. Il y a les analogues aussi qui reviennent. Il y a l'Analog Pocket qui est une super console. Donc c'est, je sais pas si vous avez vu, c'est cette sorte de Game Boy futuriste un peu qui sont sortis récemment. Vraiment un truc, une Game Boy de luxe en fait. Et avec un écran rétro-éclairé, mais l'écran est magnifique, on peut mettre des ROM, etc. Même des joysticks, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y en a. Pas, je crois que pour le coup, c'est vraiment le. Ouais, il me semblait, je crois que c'est vraiment comme. Celle-là, en tout cas, c'est vraiment comme la Game Boy. Okay. Et donc, il y a pas mal de. Enfin, ils ont explosé aussi, ça marche super bien. Et donc, il y a aussi ce marché-là, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est un truc qui nous intéresse aussi. Donc, on essaie de voir sur quoi est-ce que ça peut être rentable et sur quoi est-ce qu'on a envie de développer. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de contraintes sur la Mega Drive. Et partir sur un truc un peu plus, où on est un peu plus tranquille, c'est intéressant aussi. Ok, d'accord. Voilà, en termes de liberté, on a plus de choix, quoi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Écoute, qu'est-ce que vous diriez de passer à peut-être un autre giveaway? Parce qu'il y en a 3 de toute façon, donc autant faire. J'essaye de timer ça un peu à des moments de l'émission, un peu entre les questions. C'est ça, entre des parties, mais voilà, si tu peux lancer. Je vous invite, pareil, si vous voulez participer dans le chat pour gagner un des jeux de Néophyte, à taper le mot Néophyte dans le chat pour être pris en compte par le bot qui vous tirera au sort. Néophyte qui s'écrit N-E-O-F-I-D. Ouais, bien joué. Galère souvent avec les mots et les ordres. J'essaie de m'améliorer. Mais tu t'améliores, t'inquiète pas. On laisse un peu le temps de taper dans le chat. Hein. On se rappelle qu'il y a encore un clip de mots qui gagne avec le mot participatif. Oui, bien sûr. Très très bon clip. Il y en a qui veulent vraiment gagner là. Merci beaucoup, c'est top. Ingrid qui laisse sa place. Bon, écoute ça. Écrivez les autres, arrêtez. Et comment droit de vote, bien sûr, vous pouvez participer. On en parlait aussi. Vous pouvez tous participer. Hors stream, quand je suis arrivé, c'est vrai que au niveau de la localisation, donc là où on est, nous on est dans le sud de la France, donc à Manosque. À Manosque, ouais. Et vous êtes à Château-Arnoux, donc Saint-Auban, c'est vraiment juste à côté, 30 minutes de route. C'est ça. Et donc c'est top d'avoir
cette possibilité-là, parce que c'est vrai que sur Manosque, on était un peu isolé, et souvent on a des gens qui viennent nous voir et disent mais vous êtes sur Manosque, incroyable, j'habite à côté, je savais pas qu'il y avait des jeux vidéo. Ouais. C'est pas un endroit où on s'attend à avoir du jeu vidéo. Vous êtes tout seul sur Manosque? Je me posais la question. En jeu vidéo, oui. Ouais, Même en ok. termes d'entreprise informatique, on ne doit pas être beaucoup, je pense que ça se compte sur la doigt d'une main. Et en jeu vidéo, oui, on est clairement tout seul. Peut-être sur Aix, il y a quelques trucs aussi. Il y a quelques années, il y avait des entreprises. Après, il faut partir sur Marseille, Montpellier, etc. Là-bas, il y a plus de choses. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir quelque chose comme ça sur Manosque, quoi. Parce que quand nous, en tant que développeurs, quand on commence, on se dit je vais essayer de postuler sur des entreprises de jeux vidéo, sauf qu'il n'y en a pas. Donc on s'est dit on va faire la nôtre. Donc, avec mon père qui a été assez courageux pour se lancer là-dedans. Donc, Ça a dû être terrifiant au début, j'imagine. c'est terrifiant mais passionnant, et puis surtout en fait on a vu qu'il y avait des gens qui avaient commencé à poser la première pierre avec en fait Xenon Crisis. On a vu que ça marchait déjà, on ne s'est pas lancé là-dedans à l'aveugle. Ouais. On s'est dit, et puis il y a aussi un projet dont on n'a pas trop parlé qui est Paprium, projet de Watermelon qui a lui je pense qu'il a brisé tous les records. Il a fait je crois plus d'1 million sur leur première campagne de financement, c'était incroyable. Paprium, c'est un beat'em all pour la Mega Drive avec aussi une cartouche custom, on va dire, qui utiliseront des gros sprites, des couleurs vraiment, tape à l'œil, et un univers cyberpunk. Donc c'est un jeu qui est vraiment, vraiment magnifique. Il y a eu quelques déboires au niveau des livraisons, mais ça aussi c'est quelque chose on a vu que ça, voilà, il y avait une émulation en tout cas autour de ces jeux-là, de néo-rétro on va dire, et que donc ça rendait la chose possible. Parce qu'on a pas mal de collègues dans le milieu qui font ça aussi, quoi. Il y a aussi la NES, la Game Boy, et la Mega Drive en particulier, un gros marché. D'accord. Moi, je pense que c'est un peu l'occasion maintenant de tirer au sort. Bah oui, bien sûr, oui. Ouais, maintenant, ça doit être bon. Vous avez dû marquer Néophyte dans le chat, je pense. Parce qu'en régie, vous pouvez désigner le vainqueur. Et c'est... hey. Ah, d'accord. C'est Bah, quelqu'un de écoute. la régie. Si tu veux le jeu, tu peux, hein, bien sûr. Hein. Après tout. Hein. Félicitations. Bah, trop bien. Écoute. Donc, je vais t'en rester. Hein. Il y aura un autre tirage. Hein. Dans pas très très longtemps, d'ici vers la fin du live, je pense. Ouais. On va continuer un petit peu tranquille. Et puis on le fera. Voilà. Et c'est Camille, du coup, qui a gagné. Voilà. Mais On a d'ailleurs, un du coup- Nightbot, par contre, qui est très sévère sur la modération. Ah, Nightbot, Je vois, il est il déchaîné. Et qu'il il y a un aime peu pas trop les d'emotes trop et tout, d'emojis, il aime ouais, pas trop de majuscules. Il slash direct. Mais du coup, est-ce que vous comptez rester sur de la 2D? C'est aussi une vraie question. On se la pose beaucoup. Moi, je suis fan de l'esthétique pixel art, donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus sur la 2D. Mais c'est vrai que maintenant, on se pose de plus en plus la question. La 3D, pourquoi pas? Mais alors, il faut que ça ait un intérêt au niveau du jeu. C'est-à-dire que si on reste sur la plateforme 2D, bon, je vois pas trop l'intérêt. Après, pourquoi pas? C'est vrai qu'on est moins, on a moins d'envie en fait d'aller explorer ces univers-là, parce que 3D, ça veut dire souvent monde ouvert ou caméra libre. Nous, on reste quand même sur des jeux plutôt rétro, en tout cas des types de jeux un peu rétro, mais avec un aspect qui peut être du coup polish et modernisé. Il y a un truc qu'on aime bien, c'est la 2,5D. Donc c'est le fait d'avoir par exemple des sprites 2D dans un environnement 3D pour donner de la profondeur. Ça, c'est un truc qu'on aime pas mal aussi, donc on va explorer, je pense. Après, ce sera pas forcément de la 3D pure, à moins qu'on décide de faire un platform fighter, une sorte de Smash Bros un jour. Ce serait aussi sympa, mais c'est pas du tout dans l'ordre du jour, quoi. Là-dessus, un changement de moteur, ça pourrait vous intéresser. Je pense à Godot, par exemple, dont on parle beaucoup. Oui, on parle beaucoup de Godot. en En fait, ce il y a eu une polémique avec Ninty quand ils ont monté Oui, leur bah oui, tarif, c'est ça. effectivement. On a un Donc, peu parlé dans l'émission. Ouais. Ouais, vous en avez parlé. En Ouais. fait, oui, Godot Même a pas un petit peu encore. fait parler de lui à ce moment-là. C'est vrai, c'était une opportunité pour eux. Il y a pas mal de gens qui sont passés là-dessus. J'ai fait quelques tests, mais très rapides. J'ai dû passer 20 minutes sur Godot pour Ok. voir un peu à quoi ça ressemblait. Ouais. Ça a l'air pas mal, mais c'est très différent de ce que je connais en fait. Donc Oui. il y a je pense un temps d'apprentissage qui serait peut-être assez long. L'idée qu'on a nous, c'est plutôt d'utiliser notre moteur qu'on a actuellement, de le transcrire en plusieurs langages, parce que là on part sur par exemple du C++ sur notre projet actuel. Donc on part sur du langage objet, et peut-être de l'intégrer dans Unity ou Unreal Engine. Voilà. D'accord. Pour ok. ensuite qu'on ait quelque chose qui soit utilisable sur des modes. Donc sur des consoles Unity, modernes. vous écartez pas du tout la possibilité Ah non, c'est d'aller pas- dessus, On n'écarte pas même- du tout parce malgré que les annonces font un peu peur. Mais je pense que nous on serait pas touchés parce que c'est vraiment par Oui. rapport à ce qu'ils ont dit, c'est vraiment des ventes Des grosses vraiment ventes, ouais, explosées, ouais. Et à la limite si on explose tant mieux, mais je pense que voilà, Oui, on est loin. Donc je pense qu'on serait pas touchés, mais c'est vrai qu'on pense aussi à Unreal Engine. Tout est après une question Ok.
des ressources disponibles sur ces moteurs-là. Je sais que Unity, il y a des tutos, il y en a plein, mais il y a peut-être aussi des tutos qui sont plus à jour parce qu'il y a eu beaucoup de versions. Donc il va falloir trouver la bonne direction. Mais ce sera Unity ou Unreal Engine sans aucun doute. Oui. D'accord, ok, c'est un sujet Parce intéressant. qu'on a des possibilités d'utiliser des shaders, de faire la 3D assez facilement. Oui. Je sais pas si sur Godot c'est aussi simple, peut-être. Hein, je ne connais pas trop. Mais... Moi, Godot, de ce que je me suis renseigné sur le moteur, il me semblait que c'était très pratique pour de la 2D et 2D 2,5D. Ok. 3D, peut-être pas encore tout à fait. Si il y a la 2,5D, ça peut être intéressant. Voilà, Hein. la 2,5D. Et par contre, c'est vrai que ça manque encore de documentation sur le moteur. Il y en a qui sont en train d'apparaître, il y a des projets, des gens qui se dévouent à ça. Mais comme c'est de l'open source, tout ça prend du temps. Et, c'est top voilà. si la communauté, en fait souvent la communauté s'en charge quoi, et fait vivre le truc. Ouais, quoi, c'est donc, ça, totalement. Donc pourquoi pas. On n'est pas bloqué là-dessus. On va prendre le moteur qui nous paraîtra le plus simple pour adapter notre moteur à nous en fait. Voilà, parce que, moteur qu'on améliore en fait à chaque fois hein, pour chacun de nos projets, pour qu'il y ait en fait le moins de travail ensuite à faire, pour qu'on n'ait pas à recoder à chaque fois la roue. On améliore un petit peu ce qu'on a fait. Quoi. Le moteur du début ressemble plutôt à ce qu'on a aujourd'hui, par exemple. Ouais. C'est beaucoup plus facilité. On a un système de game object un peu comme Unity maintenant, et on peut accéder à toutes les composantes d'un game object. Enfin, c'est un travail continu là-dessus. Ok, d'accord. Voilà. Oui, Deadmoon nous demande, j'espère qu'il y aura cette interview en rediff. Oui, il y aura cette interview en rediff. Je peux même te dire que la miniature est déjà prête, faite par mes soins. Voilà, donc, je pense que dès demain, on va poster la rediffusion sur YouTube. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tu pourras la voir. Alors, il n'y a régie... aucune manigance pour le dernier giveaway, évidemment. Et des gros bisous à toi, Ricardo. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Voilà. La régie, qu'est-ce qu'il y a Oh, bah, t'as pas vu le dernier message? Je sais pas. Ah d'accord. La régie qui se dispute pour la clé. Non, mais après, vous voulez qu'on la remette en jeu, peut-être, la clé à la fin de... Non, hein, on dit non. Ils sont attachés à ça. Ils veulent ce jeu. Ils veulent vraiment le jeu. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ben ouais. Après, de quoi, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Au niveau des actualités, on a un peu fait le tour, donc on est sur Demon Claw actuellement. Même si on a d'autres projets, comme je vous disais, qu'on essaie un petit peu de voir au niveau peut-être de la Game Boy Advance, est-ce qu'il y a des choses à faire Voilà, on a des partenaires avec qui on travaille. Comme je disais, on a bossé avec Limited Run pour l'édition Switch de Demon Fastborg. Et ça a été pour nous une énorme aide en tout cas, parce que ça a bien marché, on va dire. On travaille actuellement avec Pixel Art pour les éditions physiques de Astro Bros et de Demon Fastborg sur PS4, Xbox, PS5. Oh oui, d'accord. Ah d'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est vrai que souvent on a des commentaires, dis donc, c'est quasiment plus cher qu'un jeu PS5. En fait, les gens se rendent pas compte que, certaines personnes se rendent pas compte que à produire un jeu PS5, la version physique, c'est un CD et une boîte sans manuel. C'est-à-dire que voilà, ça en termes d'objets, ça coûte plus cher à produire en fait avec la PCB artisanale. Et donc c'est aussi pour ça que voilà, que les prix sont plus élevés que les jeux qu'on peut voir dans le marché aujourd'hui. Même si à terme, comme on le disait, l'idée c'est d'obtenir un produit plus abordable avec des PCB plus classiques. Ok, ouais, je comprends tout à fait ça. Je voulais, te relancer sur un autre sujet. Tout à l'heure, on a montré le trailer d'Astro Bros, si on peut le repasser d'ailleurs en régie, avec ces bouts de cinématiques. Enfin, pas de cinématique, du coup, de filmer, quoi. Ouais, c'est avec des voilà. acteurs. Avec des acteurs et voilà, c'est la CGI. Est-ce que tu as des inspirations qui vont au-delà du jeu vidéo, peut-être dans le cinéma, des inspirations de fantasy Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas tellement de rêve niveau cinéma, c'est plus ma copine qui travaille aussi chez Neofit qui est cinéphile à fond. Là, je leur ai un peu fait confiance en fait au studio. Je leur ai envoyé en fait des pubs de l'époque que j'avais trouvé plutôt cool. Il y en a une de Zelda où on le voit dans un donjon, il y a un acteur habillé en Link. C'était pas mal du tout. En fait, on leur a envoyé pas mal de rêves comme ça. Et puis, ils ont fait un taf après derrière, assez exceptionnel, je trouve. Ils avaient juste le pixel art et les artworks des héros, puis ils ont refait les costumes eux-mêmes, quoi. Ok. Ouais. Donc vraiment, non, c'est vraiment super boulot. Je pense qu'ils ont pris un peu de leur inspiration à eux aussi. Mais c'est exactement ce qu'on voulait, quoi. Parce qu'en fait, dans les trailers, c'est bien de mettre un truc qui impacte aussi. Donc, entrecoupé de séquences de gameplay, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. Oui. Et pour ça me rappelle beaucoup les Final Fantasy, les premiers. Final Fantasy qui faisaient beaucoup ça parce que les jeux étaient assez pauvres. En fait, c'était une époque. Fallait un peu faire comprendre. C'était
c'était assez faible en Ouais. termes de graphisme. Il y avait pas forcément, les consoles n'étaient pas puissantes, donc tu pouvais pas imager tout ce que tu voulais, quoi. Et donc il y avait ça derrière. Il y avait qui ça, faisait un ouais. support. Bon, c'était pas gênant, parce que ça donnait un support d'imagination pour le public. C'est une époque aussi où on C'était achetait chouette. beaucoup le jeu en fonction de la jaquette. Et oui. Il y a pas mal de gens qui ont dû être déçus d'ailleurs, parce qu'en fait ça voulait pas forcément dire quelque chose sur la qualité du jeu en tant que tel. Mais nous on a essayé quand même voilà, on tient à ce que le graphisme et le pixel art de nos jeux soient quand même de qualité. Et donc Astro Bros, on est très content de ce qu'on a pu proposer en termes de graphisme. On a vraiment eu des pixel artistes expérimentés. Là. Je parlais d'arcade tout à l'heure. Il y a aussi Virbit, qui est un pixel artiste vraiment. Je pense qu'il est. Pour moi, c'est un des meilleurs au monde, hein, qui a fait les backgrounds d'Astro Bros, c'est-à-dire donc tous les fonds que vous voyez dans les niveaux, avec le parallaxe, donc l'effet de profondeur. On va simuler un effet de profondeur. Là, par exemple, dans le corps du géant, il y a un effet excellent, je trouve. Voilà, on tient à s'entourer vraiment de gens qui sont aussi talentueux pour que le jeu ait une esthétique quand même plutôt cool, quoi. Voilà. On veut pas négliger ça. Et pour nos prochains jeux, encore plus. Les gens dans le chat qui disent que c'est encore mieux que la conférence de Devolver. Ah, bah ça, c'est sympa, ça. C'est sympa. Merci beaucoup. Pourquoi pas un jour travailler avec Devolver, on sait pas. Ce serait, Ah bah ouais, hein. Ah On oui, va alors, peut-être donc, éviter de leur mettre des tacles, alors. Mais d'ailleurs, du coup, si tu avais l'occasion, dans le futur, en ayant vraiment budget limité et sans restriction de droits d'auteur ou autre, de travailler sur un jeu n'importe lequel. Vraiment faire ton jeu. je veux faire dire, même une licence existante. Même une je veux licence dire, existante, tu vois. Genre, si tu veux faire le nouveau. Je sais pas, Castlevania, j'ai pas beaucoup d'exemples. en J'imagine tête, j'imagine avoir la réponse avec ce que tu as cité tout à l'heure, mais... J'aimerais bien bosser sur un Bloodborne 2. Ah bah non, je l'avais pas. Après, il y a- J'aurais cité un Zelda. Il y a quelque chose qui me Instinct, plairait tu vois. énormément. C'est vrai qu'on en a pas parlé, que j'aimerais beaucoup faire. C'est un Zelda, mais à l'ancienne, c'est-à-dire en 2D, Ouais. vue de dessus. Je pense au Zelda Game Boy. J'ai grandi avec ces Zelda-là, donc Link's Awakening DX surtout, et Oracle of Age et Seasons, qui sont souvent oubliés, alors que c'est Oui, des jeux c'est vrai. que moi j'ai trouvé exceptionnels. Et d'ailleurs, ils avaient été faits, je crois qu'ils avaient été développés par Capcom à l'époque, hein, pas par Nintendo, ou alors ils étaient ensemble pour les développer. Ils se détachent beaucoup des jeux, je trouve, de la série classique. Et ils apportent vraiment une touche de fraîcheur. Moi, j'ai grandi avec ces jeux-là. Et si je pouvais un jour faire, peut-être d'ailleurs que Neophyte fera un jour un Zelda-like, on va dire, en 2D vu de dessus, je pense que c'est un genre de jeu aussi qui a... Bah, d'ailleurs, il y a donc Yacht Club Games, c'est les gens qui font Shovel Knight. Ils ont annoncé il y a quelques temps, peut-être plus d'un an, Minas Yellowware. C'est un jeu qui ressemble... Je sais pas si vous en avez entendu parler. Pas Ils ont du fait un tout. Kickstarter, ils ont plus d'1 million. Ok, C'est d'accord. un jeu qui ressemble beaucoup à l'esthétique des Zelda 2D. Et donc un héros qui est une petite souris avec un fouet. Ouais. Et voilà, ils ont explosé. Donc je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui sont nostalgiques de cette époque-là. D'ailleurs, on a backé le projet aussi. Et j'aimerais beaucoup travailler sur un Zelda 2D avec plein de petits secrets, une belle esthétique, un beau pixel art, puis une jouabilité un peu comme à l'époque, mais peut-être un peu revisitée, un peu modernisée. Ça serait un peu le jeu de mes rêves. Ouais. C'est chouette, c'est pas étonnant que ce soit un genre de jeu qui attire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur demande c'est quoi ton jeu vidéo préféré, qui ont connu un peu l'époque Game Boy et tout, ils vont citer Link's Awakening direct. Je sais pas si la nostalgie nous voile un peu la face, parce que moi c'est des jeux que j'adore, mais Moi je peut-être pense que c'est un bon jeu quand même. Je pense aussi, Ouais. mais Ouais, hein. peut-être que c'est des jeux qui, si on les ferait découvrir aujourd'hui à des jeunes joueurs, est-ce que ça marcherait autant, quoi? Bah, Je suis après, pas Link's sûr. Awakening a été remake sur Switch. J'ai vu le remake sur Switch, tout mignon. Donc, c'est vrai. ouais, je sais pas s'il a fonctionné, je pense que oui, parce que quand même Mais le est-ce qu'il a nom marché Zelda, sur les gens qui ont connu le jeu, Ouais. ou sur est-ce qu'il a réussi à toucher d'autres personnes? Ouais, C'est ça qui... je sais pas. Voilà, parce que c'est quand même. Probablement pas autant qu'un Breath of the Wild ou un Tears of Voilà, the Kingdom, on ça n'a c'est pas un sûr. monde ouvert aussi grand, une Voilà, liberté c'est d'action, certain. Ouais. On est sur un jeu quand même plus limité, hein, mais qui, Ah ouais. que moi je trouve génial, quoi. Donc il faut pas se tromper non plus quand on fait un jeu. C'est bien de faire un truc qui nous plaît, mais si on veut être rentable et marcher, il faut aussi qu'on cible quelque chose qui touche les gens. Il y a quelqu'un de l'équipe Neophyte qui a lâché un petit message. Ben voilà, c'est Elise, c'est donc ma copine dont je parlais de la cinéphile tout à l'heure, voilà, qui nous aide sur le marketing, les expéditions, etc. Et juste au-dessus, tu as une question assez intéressante. Est-ce que vous avez entendu parler des démasters de jeux? Est-ce que ça vous tenterait de le faire avec l'esthétique Sega comme vos précédents jeux? On y pense aussi, des démasters. En fait, pour le démaster, il faut une licence, il faut avoir les droits. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a des licences qu'on peut récupérer, qu'on peut contacter pour peut-être leur proposer de faire leur jeu en rétro? Dans le chat, une question peut-être aussi qu'on aurait peut-être dû préciser Oui, avant. c'est quoi un démaster? C'est quoi le démaster, remaster? Oui, c'est C'est un remake en fait. on ouais, parle c'est de le remake. contraire d'un remaster. Ouais. En gros, refaire un vieux jeu, enfin prendre un vieux jeu et le refaire au goût du jour. Là, tu prends un jeu plus ou moins récent et de le faire
à une version un peu plus rétro. Avec des limitations de l'époque en fait. Oui. Par exemple, on parlait de Smash Bros, il y a Super Smash D-Make. Je crois que c'est une version qui a été faite un peu avec les limitations de la Game Boy. Ouais. Il y a que 4 ou 5 persos jouables, c'est en monochrone, mais c'est très sympa et donc ça oblige à repenser un petit peu la façon de faire le jeu. Et pour nous, du coup, faire un D-Make sur Mega Drive, ce serait intéressant parce que je pense que typiquement Shovel Knight, la plupart du jeu tourne sur Mega Drive, il n'y a pas de problème. J'ai fait quelques essais, ça tourne quoi. Ok. Après, aller contacter Yacht Club Game et leur dire que ça vous intéresse qu'on fasse un D-Make de votre jeu, je ne sais pas si ça s'intéresserait particulièrement. C'est vrai que ça peut faire parler un petit peu, c'est un défi technique intéressant, mais il faut trouver le juste milieu, il faut que nous on s'y retrouve aussi. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de... par exemple, je sais qu'il y a Microids qui rachète beaucoup les licences, ils ont fait un jeu Goldorak récemment. Ouais. Goldorak, ils bossent beaucoup sur les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs aussi, Astérix. exactement. Donc c'est des licences comme ça qui pourraient être intéressantes. Alors je sais pas trop combien ça coûte, si on a les moyens de faire ça, mais ça permet, si vous voulez, de toucher peut-être des passionnés de ces licences-là aussi, voilà, directement. Puis en plus, souvent, il y a eu des jeux les Schtroumpfs, il y en a eu sur Mega Drive, je pense. Parce qu'il y a Oui, il y en a eu sur Mega Drive, ouais. où il y en a eu. Donc ça peut être intéressant de les mettre aussi au goût du jour, etc. quoi. À voir, pourquoi pas, ça serait intéressant. Mais c'est vrai qu'on serait moins libre parce que nos jeux, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mhm. Là, on le voit en travaillant sur Demon Claw, donc un jeu qui est conçu par une autre équipe. Ouais. Donc on doit un petit peu s'adapter à ce qu'ils font, à ce qu'ils proposent. On n'a pas trop de liberté dans le développement. Ah oui. C'est intéressant, mais voilà, on est plus contraint, quoi. Quand on fait un jeu de nous-mêmes, avec Christopher, c'est arrivé que le soir, on s'envoie un message, putain, j'ai une idée pour le jeu, on pourrait faire ça. Et je me souviens que sur les derniers jours de développement d'Ast Bros, on était sur le debug vraiment, on s'est dit, vas-y, on ajoute ça. Ça, normalement, ça se fait jamais parce que potentiellement. Vous aviez déjà des dates prévues, du coup, à ce moment-là, non? En fait, on avait. À la fin de tous nos jeux, il y a une période qui est la période de debug. Comme malheureusement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais nos jeux, nous, sont sur Mega Drive, on ne peut pas faire de mise à jour. Aujourd'hui, quand vous voyez les patchs Day One sur les nouveaux jeux, ils ont la chance de pouvoir faire ça, mais nous, on ne peut pas. Donc, quand on sort le jeu, et c'était le cas pour Demons of Astborg, on a envoyé les 100 premières cartouches, et on a vu bug, un crash en direct sur un stream, on a fait oh merde. Donc, il y avait encore un bug qu'on n'avait pas trouvé. Et donc on a corrigé ce bug et renvoyé donc à tous ces gens leurs cartouches, ce qui a coûté énormément, et pour ensuite envoyer aux autres des cartouches sans bug, quoi. Et heureusement qu'on s'en est rendu compte au début, pas au bout de 2000 cartouches envoyées, parce que on ferme l'entreprise, quoi. Et donc c'est aussi un challenge, c'est que du coup on est obligé de passer beaucoup de temps sur le debug. À Ast Bros, on a passé je crois 3 mois, le jeu était terminé depuis 3 mois, mais on a fait du debug, parce que tous les jours avec Christopher on jouait au jeu. Mais comme c'est un roguelite, il y avait des trucs qui changeaient à chaque fois, on n'avait pas forcément le même build, etc. Donc il fallait s'assurer que tout fonctionnait, etc. Et je crois qu'il y a finalement dans la version finale du jeu très peu de bugs, ou alors ils sont très compliqués à trigger, on va dire. Donc on est plutôt content. Donc ça reste assez mineur, ça reste très mineur, on n'a pas eu de retour là-dessus, les gens n'ont pas forcément eu. Du tout, ouais. Ça gâche pas l'expérience, c'est assez rare, donc globalement on est satisfait, quoi. Par rapport aux jeux aujourd'hui qui sortent avec des patchs Day One où il y a peut-être beaucoup plus de bugs en fait, donc malheureusement on peut pas mettre à jour, mais voilà. Donc mais en tout cas voilà, on se permet des fantaisies aussi. Là le truc qu'on a rajouté à la fin, c'est assuré que ça posait pas de problème. Mais du coup, il y a quand même, pour obtenir le 100% dans le jeu, il y a quand même une petite surprise après dans Ast Bros. C'est ça qu'on a ajouté à la fin. On aurait pu s'arrêter là et se dire peut-être 100%, mais non. Quand t'as 100%, il y a un petit truc en plus à aller compléter pour avoir le vrai 100%, quoi. Okay. Donc on s'est dit, ça serait cool. Ça fait penser à Castlevania avec le château que tu dois refaire à l'envers. Le château à l'envers, c'est incroyable qu'ils aient réussi à intégrer ça aussi, avec le gameplay qui change totalement, quoi, et que ce soit quand même faisable. Ça m'avait surpris à l'époque, je me suis dit, ils ont quand même pas fait ça, quoi. Et si, ils ont fait ça. Donc ouais, le petit truc en plus à la fin, c'est un truc qui nous plaît aussi, quoi. D'avoir un petit secret caché. En lien justement, voilà, un easter egg dans vos jeux, sur le chat. Dans nos jeux, alors, je réfléchis, Demons of Astborg, il y a un easter egg, ouais. Il y a un easter egg un petit clin d'œil à un de nos jeux qui a été annoncé, mais qu'on n'en a pas trop parlé encore. Je peux le dire, c'est Castaway, on en a parlé de Astborg Castaway il y a quelques temps. Pour l'instant, c'est totalement en pause, mais dans Demons of Astborg, il y a un easter egg dans un niveau en particulier. Si vous refaites dans le marais, c'est dans le marais. Ouais. Dans le marais, il y a un petit truc caché. Vous pouvez voir un des personnages de Castaway dedans, voilà, qui est caché dans une salle. D'accord. Et dans Ast Bros, le fait de finir le jeu, en fait, à 100% pour le coup, vous avez la bonne fin. Et donc il y a un easter egg à Demons of Astborg dedans. Donc si vous finissez le jeu à 100%, vous le verrez. Donc ça vous donne une bonne raison d'acheter le jeu et de finir le jeu à 100%. Bah oui. Ou de le gagner en participant au prochain giveaway. Exactement. Ah oui. C'est très chouette. Il y a beaucoup de contenu, il y a un bestiaire à remplir, il y a toutes les musiques du jeu qu'on doit récupérer dans le jeu en fait pour pouvoir les écouter ensuite dans un mode jukebox. Il y a le camp en fait dans Ast Bros, vous avez donc les donjons et entre les donjons vous avez un camp en fait qui est là où le moment de pause en fait de répit entre les donjons
vous pourrez, il y a une boutique, donc acheter des objets, améliorer vos armes chez le forgeron, aller voir l'oracle qui vous permettra de changer un peu la génération du donjon. C'est-à-dire que vous pourrez choisir des salles en particulier qui seront générées. Vous avez le barde qui fait de la musique un petit peu aussi, petite ambiance. Il y a aussi la grotte qui vous permettra de débloquer de nouveaux pouvoirs en fonction des orbes que vous récupérez dans les donjons. Donc il y a plein de trucs à faire dans Astebros, et avoir le 100% c'est pas forcément évident, mais il y a pas mal de monde qui l'a déjà eu, et les gens sont contents de la petite surprise à la fin. Ok. Donc voilà, ça motive aussi, quoi. Ça fait son effet. Ça fait son petit effet, ouais. Donc on est content de l'avoir ajouté. Ouais. Voilà. On n'a pas fait ça pour rien. Ouais, c'est important la rejouabilité, on voulait vraiment... parce que les jeux de l'époque c'était très linéaire en fait, hein. Souvent quand c'était fini, c'était fini et puis on rangeait le jeu. Là on voulait quand même qu'il y ait un peu plus de rejouabilité. À l'époque, il y avait aussi les systèmes de sauvegarde qui étaient Ah mais il rares. n'y en avait souvent pas. Bah ouais, il y avait souvent pas. Il y avait souvent le système de password à Ouais. l'époque. Donc on mettait un mot de passe avec des têtes de Mickey et de Donald, un jeu Disney pour récupérer le niveau où on était. Ouais. Sauf que forcément c'est limité parce qu'on va perdre des informations, que ce soit nos pièces ou l'argent qu'on a, le nombre de potions, Oui. de vie. Mhm. Là nous c'est vraiment des vraies sauvegardes. Donc on n'a pas besoin de mettre de password. Il y a une pile dans la cartouche qui d'ailleurs a une durée de vie assez énorme je crois. Et qui permet de reprendre là où on a été avec notre sauvegarde, nos pièces. C'est vraiment un truc... C'est cool. On garde Non, tout ce qu'on a, ouais. Il n'y a pas besoin de refaire ce qu'on faisait souvent quand on était petit, parce que ça ne nous dérangeait pas du tout de prendre un jeu, de le recommencer depuis le début, un nombre incalculable de fois. Toi, tu moi, je faisais ça. ouais, Moi, je faisais ça, c'était ouais. tu laisses la console allumée toute la nuit, Ah ouais. toute la journée. Pour finir le Et jeu. pourquoi elle fait ce bruit bizarre la console? T'inquiète pas, c'est normal. Moi, si je faisais ça, j'étais puni. je pouvais pas trop. Moi, je vais avec les J'étais obligé grands-parents, je pouvais d'éteindre à douiller un chaque peu fois. plus. Ouais, j'avais un pote, il savait pas comment sauvegarder sur Pokémon. Ouais. Oh, Du coup, il Ah recommençait oui. en boucle. Oh là là. À chaque fois le starter, et le début pour palette, puis chaque fois il recommençait, quoi. Pas évident. De l'autre côté, c'est le meilleur moyen de très bien connaître le début de Pokémon. Ah bah après, Oui. je le connais par cœur, c'est sûr. Ah, tu sais aller chercher ton Tu Pikachu sais, dans c'est la quoi forêt un de bon Jade. moyen pour connaître le début de Pokémon? Avoir une cartouche de saphir, avancer très bien dans le jeu, arriver à la ligue, Allez, et avoir une petite sœur qui recommence la partie, Ah, qui ouais. sauvegarde. C'était Eh trop oui, simple de à recommencer. l'époque, ouais, il n'y avait pas de je pense. sécurité. C'était vraiment un Et nouveau voilà. parti, bah, c'est parti, quoi. On sauvegarde, on écrase tout. L'enfer. Horrible. Mais à l'époque, on était moins exigeants, je pense. Ouais. On prenait ce qu'on avait, quoi. Souvent, on avait quoi, 2-3 jeux, puis on les ponçait, même si c'était pas ouf, jusqu'à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Maintenant, je me rappelle. voilà, on a tellement de choix. Enfin, on a des jeux à 5 € qui sont géniaux sur Steam avec les soldes. Enfin, on sait plus quoi choisir et forcément, il y a des jeux dans la bibliothèque que j'ai même pas. Et tant mieux. C'est deux Non, fois, quoi. on a dû Tant se mieux, faire on a du arnaquer choix. tellement de fois avec des Bien sûr. Mais jeux tout bidons. du coup, la concurrence c'est énorme. Il faut arriver à trouver Ouais. ce qu'on cherche, quoi. Et voilà, quoi. La visibilité. C'est ça. Ouais. C'est beaucoup plus dur qu'à l'époque, quoi, où on avait moins de choix. Ah, Bibble Bro, ouais, t'arrives un peu tard, mon bro. T'inquiète pas, il reste encore quelques temps. Il reste un jeu à gagner, si tu veux. À peu près tout. Qu'on va bientôt faire gagner. Parce qu'on est à combien de live? On est à 1h30, je crois, quasiment. C'est ça? Ouais. Donc, bah ouais, je vous propose de faire gagner le live et puis on clôturera après tranquillement. Ça ira. Et ben, je vous invite du coup à marquer de nouveau néophyte dans le chat. Pour tous ceux qui veulent, voilà, bah, y en a qui le veulent vraiment, quoi. Ça va se battre dans Un le Galapert chat. qui est là depuis le début, qui le veut depuis le début. Hein. Il veut son jeu. Hein. Du coup, Néophyte, N-E-O-F-I-D. Ça participe. C'est ça. Et oui, tapez néophyte dans le chat, vous serez pris en compte par le bot qui s'occupera du tirage au sort effectué en régie. Et puis vous gagnerez au hasard l'un des deux jeux de néophyte, donc Asteborg ou Demons of Asteborg. Attends. Alors, c'est pas Je évident. te laisse faire parce que j'ai. Non, mais à ta décharge, c'est vrai que les noms sont pas évidents. Astebros, ouais. Demons of Asteborg Ouais, et Astebros. voilà. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une confusion avec ce nom-là, Astebros. Les gens parfois ont un peu de mal à comprendre. C'est comme la Wii et la Wii U. Alors On moi, a je peut-être fait l'ai une erreur vite stratégique compris, là-dedans. ça va, mais ouais, c'est. Je t'avoue que Astebros, quand tu vois avec le logo comme ça me fait un petit peu penser à Broforce. Ah, bah en fait, le bros, Hmm. le côté les Ouais. potes, les frères, c'est mis en avant parce que on voulait justement la coop qui était un des points centraux du jeu. Aste, c'était pour garder cette référence à Asteborg du coup parce qu'on avait un univers et ça se passait là-dedans. Mais j'espère que ça n'a pas trop. D'ailleurs, Que Non, j'ai ça compris, sa quoi. logique Ouais. qu'on comprend par assez rapport vite, à votre univers qui s'étend un petit peu, est-ce que vous comptez faire des œuvres mais sur d'autres supports comme des livres, des BD, genre Ah. de bail? Après, c'est vrai que ça nous plairait. On rêve un petit peu L'univers d'avoir un transmédia. animé ou un truc comme ça. Ce serait un truc à la Berserk, Oh, vachement wow. dark et adulte, ça nous plairait beaucoup. Mais bon, là on parle de fantasy qu'on rêve, quoi, Ouais. parce que bon, ça coûte extrêmement C'est cher des à coûts et produire. des Est-ce que ça temps, intéresse des gens? Peut-être pas, à part nous. Donc Ouais. voilà. Après,
produits dérivés, on a pensé aux figurines à un moment. On avait investi dans une imprimante 3D, mais c'était 8 heures. Hasbro, ah non, non, pas du tout. C'est non. pas loin. Il y a eu aussi Justice chez vous dans les studios. Oh non. Non, ça Bah, va. attends, moi c'était ma deuxième vocation. Hein. Lucid oui Justice, C'est non vrai pas du tout. Absolument pas. Non, pour l'instant, ça va. Non, non. Ça va encore. Et comme je le disais, voilà, donc on a essayé les figurines, mais c'est très cher à produire aussi. Donc pour l'instant, on se contente Ouais, du jeu. ouais, C'est très bien. j'imagine, ouais. Attends, c'est vrai que l'envie doit être présente d'avoir des figurines des personnages. Ouais, bah, en fait, par exemple, créé, chaque fois qu'on commande à nos artistes un artwork, donc ce que vous pouvez voir là, les illustrations en grande définition, quoi, on est hyper hypé en fait de voir ce qu'ils vont nous sortir parce que on revoit nos personnages en fait Ouais, bah ouais. avec un aspect réaliste ou quoi, et on trouve ça super. Ouais, dans un style incroyable. Ça leur donne vie un petit peu, quoi. On sort du pixel art et je trouve ça super cool. Donc on aimerait commander plein d'artworks à chaque fois. Bon, ça, on n'a pas les Plus moyens, côté forcément. transmédia, il est là en fait. Oui, c'est vraiment c'est des artworks qu'on utilise un peu partout, même pour la promotion. On a on peut les mettre en avant, quoi. Donc ça c'est réutilisé, c'est sûr. Bon, je pense Cool. qu'on peut faire le dernier petit tirage. Oui, bah oui, on peut lancer le tirage. Hein. C'est parti. Oh là là, c'est pas du tout Galapiat qui a gagné, il va hurler. Ah ouais, ça. Ah, C'est Lisella qui a gagné. Ah, Lisella, il va falloir que tu te manifestes dans le chat du coup et que tu récupères le jeu en message privé. Avec la bonne idée. Voilà, GG à toi. c'est. Ah. Est-ce qu'on peut. Il y a problème. Ouais, parce que. Ah, on nous dit qu'il y a un problème en régie. Pas parti. Ah, Ah, faut on le le fait refaire. Le bot est Ah. frauduleux. Il n'est pas Aïe, aïe, aïe. participé, d'accord, ok. Donc il y a eu un, Il il y a eu disait un bien problème. il travaille chez Nofit Studio, donc Ok. c'était un peu. ça serait. Mais oui, c'est vrai. Oui, Ah donc- non, elle a dû Ah dire oui. néophyte tout à l'heure dans son message. Ah, elle l'a et peut-être ça a dû marqué dans le compter. message. Ah, d'accord, Si on ok, peut le remettre en d'accord. jeu, Oh, le Super. bot Ok, frauduleux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut remarquer dans le chat ou pas? Ouais, Ouais. remarqué dans Donc le chat. remarquez dans le chat Néophyte pour reparticiper au tirage au sort, on va le refaire. Oui, du On coup, s'excuse. effectivement, ouais, Elisa, c'est un peu, C'est bien qu'on c'est un parle. peu idiot du coup de reprendre le jeu. C'est bien qu'on parle de piratage parce que c'est un sujet qu'on peut aborder qu'on n'a pas abordé. Ah le oui, piratage. carrément, ouais. Bah on va Oh, ça en va. parler juste après. Mais du coup, on attend donc qu'ils marquent tous néophytes. Oui, quand on aura fait le Ouais, tirage, ouais. peut-être. Mais du coup, c'est un problème. que Lara, au lieu de dire scandale, participe dans le chat si tu veux le jeu. Ça parle de triche alors que tout le monde a gagné à la loyale. Vous pouvez tous participer, faites-vous plaisir. Vous avez le jeu, vous serez bien heureux. C'est vrai qu'Apple peut acheter le jeu aussi. Hein, c'est- Bien sûr, mais vous pouvez tous les acheter, les jeux. Ils sont sur Steam. Ils sont pas très chers en plus, c'est une dizaine d'euros, un Ils peu sont aussi plus. sur Switch, Ça va. Ah, Ou sur Switch aussi, oui. Mais nous, on l'offre que sur Steam. Ouais. Oui. Bah moi, il y a clairement moyen que sur Switch, je cède à la Switch parce que j'ai eu la Switch il y a pas très longtemps. Du coup, Moi, je sais que j'ai bien envie de. quand mon grenier sera aménagé et que j'aurai vraiment le petit côté salon avec la télé et tout, Mhm. la petite Mega Drive, peut-être prendre les petits jeux. c'est sympa dans la collection, c'est sûr d'avoir la boîte, quoi. Ouais. Mais, comme on disait, J'en ai marre. Alors le sur Steam, c'est une private joke. Bien, si avec l'argent du procès contre la bonne idée, je vais gagner. Moi qui à jour, bah, le sur Steam, c'est une private joke. Moi qui à jour, j'ai Ah, écoute, demandé. tu peux envoyer, je pense là. Alors, qui va être le gagnant? Oh, Beja Fox, Baja Fox qui a gagné. collègue à moi. Bah, félicitations. Ah, bravo, écoute. félicitations. Ouais. Félicitations à toi. Du coup, effectivement, ça c'est sur Steam. Porte le jeu. Et- Oui, c'est sur Steam, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, comme on disait, par rapport au sujet du piratage, Donc, qu'on ouais, a- retournons sur Ouais. ce sujet. Bah oui, Revenons oui. sur le sujet. Quand même. c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. C'est vrai Non, qu'en c'est vrai. en fait, quand on a commencé, on y a pensé, mais on s'est dit qu'on n'allait pas être touché parce qu'on est une petite entreprise et je me suis dit les gens vont peut-être pas pirater un petit jeu qui coûte pas très cher, en tout cas la version des maths, Mm. sur une entreprise. Voilà, alors, je sais que les gros jeux se font parfois pirater, mais parce que les gens ont moins de scrupules, ils se disent c'est des studios qui ont beaucoup d'argent ou qui peuvent Ah s'en bah, remettre peut-être. Oui. Et du coup, nous on s'est dit on sera pas trop Sans touché. vouloir justifier quoi que ce soit,
genre moins de scrupules à pirater un jeu Ubisoft, quoi. Oui, voilà, c'est Ouais. aussi ce que je me dis, mais après peut-être que je me trompe, mais je me dis, en tout cas, ils auront moins de mal à s'en remettre, parce que c'est des entreprises qui sont installées et qui, voilà, Oui, c'est ça, financièrement, ouais. sont rentables. Et du coup, on pensait pas être trop piraté, et on s'est rendu compte que sur un site qui s'appelle Internet Archive, je crois. Je croyais que c'était un site avec de l'abandonware en fait, avec Ah oui. des trucs qui étaient devenus en fait, qui étaient sortis, qui étaient dans le domaine public en fait et qui étaient devenus gratuits. J'ai trouvé sur ce site là donc le jeu complet, la ROM, donc elle y est plus maintenant, mais elle y était. Et je crois que dans les téléchargements, il y en avait, je crois, 20 000. Et on n'a pas fait 20 000 ventes en fait. Et du coup, tu te dis putain, quand même, là, il y a plus de la moitié Ouais, des. ça aurait En pu fait, faire x2, ouais. si on avait nous vendu 20 000 jeux, Mm. là, le studio serait dans une santé super et on pourrait peut-être embaucher plus, etc. Et donc tu te dis, bah, en fait, il y a quand même une vraie problématique. On pensait que c'était un truc qui était minoritaire, mais il y a quand même du piratage, quoi, même sur des petits jeux. Et donc, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte peut-être dans la suite. Donc, à voir comment. Je sais que pour Demon's Fastborg, on avait quand même fait on avait sorti une ROM volontairement gratuite donc sur Internet. On l'avait fait fuiter, mais qui était piégée. C'est-à-dire qu'en fait, dans le niveau 2, il y avait un message d'erreur qui apparaissait un peu creepy. Ah, il marquait pirate, buy the game, etc. Ah. Et c'était assez rigolo de voir des gens venir sur notre Discord me dire oh, j'ai un problème avec mon jeu, il Ah crache. oui, oh putain. Et en fait, le mec avait pas lu le message. Je lui dis bah oui, mais le jeu, tu l'as pas acheté. Il disait si, je l'ai acheté. Je lui dis ah non, c'est impossible parce que là, il vient vraiment d'un forum où on l'avait envoyé gratuitement comme ça. Voilà. Et on s'était fait critiquer. Il y en avait qui nous avaient critiqué parce qu'on avait fait cette petite farce, on va c'était dire. drôle. Je trouvais ça C'est plutôt drôle, et en rigolo. soi, le premier niveau, du coup, était quand même offert. Hein, Oui, il y avait quand même le en quelque premier sorte. niveau du jeu. Et puis, ça Donc, crachait voilà. à un endroit un peu random du niveau 2. Donc, c'était pas toujours pareil. Donc, les gens ne D'accord, savaient ah pas oui, trop quoi. ok. Il y avait une petite, D'accord. on avait fait un petit truc là-dessus. On trouvait ça plutôt rigolo. Et voilà. Mais donc, c'est vrai que maintenant, à l'avenir, on fera un peu plus attention au niveau du piratage. Si on peut se protéger un petit peu, bah, pour notre santé, on est obligé, quoi. Après, je sais pas, c'est vrai qu'on se dit souvent, est-ce que les pirates auraient acheté le jeu s'ils l'avaient pas piraté? Peut-être pas. Mais quand même, c'est compliqué de voir que le jeu peut être acquérable, parfois aussi facilement, alors que pour nous, c'est des années de travail, quoi. Ouais, Dans le chat qui font des refs. Voler un sac, jamais. Jamais. Voler une voiture, jamais. Le piratage, c'est du vol. c'est Ah, la drôle. pub à l'ancienne, des années 2000. Là, la Ouais, pub bah ouais, qui hein. marchait pas tant que ça, je t'avoue. Ah, ouais, mais elle était pas mal. Finalement, elle a eu un impact, cette pub. Bah On moi, s'en elle me souvient. donnait plus envie de pirater, parce Ah, qu'avec les- la musique les- cool et Ouais, tout, Ouais, on c'était va vachement. trop cool de pirater, finalement. T'avais le mec avec la cagoule devant son PC. On s'en souvient. Ouais, je suis content que tu sois allé sur ce sujet du piratage. C'est une question que je m'étais posée avant et j'ai pas pensé à te poser, mais ouais. Bah, on se dit pas que les petits studios sont impactés. Mm. Et je pensais pas non plus, mais quand je vois qu'il y a plus de 20 000 téléchargements sur une ROM, sur un site, je me dis, ok, il y a quand même des gens qui piratent facilement, quoi. Bah, alors que le jeu, en version démat, il est quand même abordable, tu vois, 10 euros, bon, ça. Oui, ça va, ça Il y a va. il y a des soldes régulièrement. Musique de fou, t'as Need for Speed. De quoi tu parles, Krems? Ah, bah de la pub piratage. Ah Oui. oui, Il y avait oui. il y avait une musique derrière. Piratage, oui, c'est ça. Ouais. Hyper techno, Hyper, années 2000. violent, un ouais. truc, super Ouais. cool, quoi. Mais ouais, donc c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, maintenant, on voit de plus en plus que même les gros studios, ils essaient de s'en protéger du piratage. Donc on Ouais, a bien sûr. des nouveaux, je crois que ça Des s'appelle nouveaux, la ouais, c'est ça, protection. exactement. Donc nous, pourquoi pas Et faire des cartouches protégées aussi, qui soient plus dures à dumper. Bah, par exemple, Paprium, il a toujours pas été dumpé. Donc ce jeu Mega Drive qui a eu beaucoup de succès, il est toujours pas disponible en ROM. Donc en fait, si on veut le jeu, il faut le commander, il faut être livré, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Mais on peut pas y jouer comme ça, quoi. moi je propose, solution anti-piratage, tu fais un truc un peu à la Mission Impossible, la cartouche elle explose. Si tu la pirates, La capsule s'autodétruira. Non, après, des nouveaux, c'est une solution. Après, c'est un peu dommage parce que ça limite beaucoup les performances. En fait, c'est un gros problème. Gros Aussi. jeu, là, Je trouvais ça très critiquable quand c'est sorti. Mm. Mais nous aussi, en tant qu'entreprise, maintenant, si on veut survivre, Ouais, oui, on peut après, comme on comprendre, dit, hein, totalement. je sais pas quelle part ça représente pour nous, quelle perte en fait ce piratage représente. Ça se trouve, comme on disait, c'est des gens qui n'auraient pas acheté. Donc, il y a peut-être même des gens qui vont parler du jeu autour d'eux et qui vont faire de la pub finalement. Mais je trouve que 20 000 téléchargements, c'est quand même énorme. Donc, Je peut-être. sais que un exemple que j'ai par rapport au piratage, c'est mal, ne faites pas ça. Mais je sais que Lethal Company, qui est sorti il n'y a pas longtemps, au tout début, quand on a commencé à jouer avec des collègues, on l'avait piraté. Ouais. Ça a duré 10 minutes, on a tellement kiffé le jeu, on a acheté. Ah, mais, Mais, de toute Ça façon, peut être un réflexe, oui. vous êtes pas c'est la pierre, vraiment le parce que je sais réflexe. que quand j'étais plus jeune, que j'avais pas de compte bancaire à moi, ça m'arrivait de pirater aussi. Parce que ma Oui, mère bien ne sûr. m'aurait jamais acheté le jeu, Bien qu'il n'y avait sûr. pas la possibilité. Mais c'est des jeux, je crois que les seules fois où j'ai piraté, en tout cas quand c'était des petits jeux, et que j'ai eu les moyens, je les ai achetés juste après. Par exemple, Binding of Isaac, je pensais que ça me plairait pas, donc j'ai testé comme ça.
Et puis je me suis dit, putain, c'est génial, je l'achète, quoi. J'ai acheté, puis j'ai acheté plusieurs fois finalement, parce que je l'ai eu sur Switch aussi. Et voilà, donc ça peut après se convertir en achat réel. Mais il y a aussi le fait que les gens qui ont acheté et qui soutiennent, qui eux ont payé, à côté de ça, tu as des gens qui ont piraté et qui ont le même jeu. Ça m'embête pour ceux qui ont payé aussi, quoi. J'ai envie peut-être de mettre plus en avant leur achat et par exemple leur investissement. Le fait que les gens achètent la version Mega Drive, si par exemple on fait plus de version démat, ce qui serait un peu triste, mais du coup, il n'y a que les gens qui ont acheté la version physique qui pourront jouer. Et c'est aussi une valeur de mettre en avant le physique. Donc on y réfléchit, voilà, on essaie de faire un truc juste et que les gens qui achètent en aient pour leur argent et qu'on puisse pas non plus avoir le jeu comme ça. Dans le chat, c'est ils ont sûr. trouvé la solution imparable pour pas se faire pirater, ne pas faire de jeu. Il n'y a pas de risque au moins, c'est sûr. Ouais. Mais tout Ouais. média dématérialisé de toute façon sera piraté un jour ou l'autre. Hein, Les gars tièdes qui ont envie de jouer à L'étal, Little ça me Company. gratte le bras, faut que j'y joue, t'inquiète pas, on y joue dès que je rentre. Jeudi, il y a la soirée avec Ricardo. Ouais, jeudi Lethal soir. Company, c'est très très Il est chouette. bien Ouais, c'est vraiment Excellent, très cool. J'ai vu franchement. quelques images de loin, j'ai pas trop, ça a l'air d'être un survival, un petit C'est Ouais, un peu. vraiment un jeu ça qui fait se joue à vraiment plusieurs en avec les coop. collègues. Voilà, c'est de la coopération avec ses potes. Et c'est vraiment, il y a une ambiance qui est très travaillée et très dosée entre vraiment beaucoup d'humour. Où tu vas rire avec tes potes dans la map et d'un coup tu vas être effrayé parce que tu vas voir un monstre horrible. Ça fait penser un peu à SCP. C'est très, de très loin. bien. Oui, Oui, ça a oui, une oui. très grosse vibe d'ACP. Ouais, carrément, ouais. Et surtout, tu as la communauté de modeurs derrière, c'est Ah oui, donc, C'est des fous Carrément, furieux. ouais, carrément. c'est une sorte d'Among Us en 3D. C'est ça. C'est ça, ouais. D'ailleurs, Lethal Ça rappelle Company beaucoup cet esprit. qui a gagné un prix du Early Game Awards, je crois. Meilleur jeu à plusieurs. Je sais plus ce que c'est, ouais, mais oui, le jeu a été récompensé, ouais. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est un jeu aussi qui n'a pas un énorme budget derrière, mais qui pourtant marche très bien. Donc, Ouais, en fait, un avec une développeur bonne idée, unique même. Ouais, C'est un seul mec qui l'a fait. voilà, une bonne idée Ouais. et bien réalisée, tu peux faire des trucs super, quoi. Mais il faut la bonne idée. La bonne idée. La bonne idée arrive. Tout à l'heure, ils ont refait la blague. Ils sont en train de s'en- Ah oui, d'accord, ok, je l'ai eu plusieurs fois pendant le live aussi. J'hésitais à la balancer. Mais ouais, ok. Mais en tout cas, ouais, celui du piratage tout à l'heure était intéressant. Je jette pas la pierre non plus. Mais Ah, mais arrivé moi non aussi plus, de- je vais pas la jeter, c'est sûr. je pense que personne n'est parfait là-dessus. Mais c'est une problématique. en fait. Mais Faut c'est prendre une en problématique, compte, c'est ça. Parce qu'en même temps, ça peut donner le goût même de la culture à des gens qui Bien piratent, sûr, bien sûr. Je qui n'ont pense pas qu'il les y a des cas où c'est moyens. même En même bénéfique, temps, hein. ouais, c'est ça. C'est hyper Et, compliqué à juger ça. Voilà, mais c'est vrai que j'ai vu 20 000 téléchargements, je fais, ouais, c'est quand Ah même oui, beaucoup, je quoi. On n'a peux pas fait 20 000 comprendre, ventes, je ça pense fait qu'à ta beaucoup. place, putain. effectivement, j'aurais été aussi C'est- effrayé. Voilà, mais voilà, je vais pas jeter la pierre après, mais il faut quand même trouver des solutions. Voilà, après, je sais pas si. Est-ce qu'on a fait le tour? Moi, j'aurais bien une petite question, un petit Ouais. peu. Quel serait ton meilleur et ton pire souvenir de tout Le ce que gamer tu as vécu avec NoFeed, des jeux Ah. que tu as fait Alors, pire souvenir, je sais pas si c'est le pire, c'était un qui était les plus durs à accepter, c'était peut-être notre premier Kickstarter, c'était pas sur Demon of Astborg, c'était sur un jeu Unity qui s'appelait Karmax Venture. Donc on avait travaillé sur ce jeu pendant 2 ans et demi, sur Unity donc, et on a fait un trailer sur Kickstarter, on s'est dit c'est bon, le jeu est prêt, on demande 10 000 euros, ce qui est rien, vraiment 10 000 euros. Et donc on a fait un trailer, hein, donc on a fait page Kickstarter et tout, on était chaud, et on a eu je crois 130 euros, dont 50 euros de mon collègue Christopher qui a essayé de lancer le truc. Ce qui fait que. Donc tu te dis, j'ai travaillé 2 ans et demi et ça vaut 50 balles, quoi. Et là tu te dis, putain, pendant quelques jours on n'était pas bien au bureau, on était là, putain, on a fait tout ça pour rien, quoi. Donc mon père, qui est donc le patron de la boîte, s'est dit, on va peut-être arrêter le jeu vidéo, on va repartir sur autre chose. Puis je lui ai dit, mais attends, on pourrait essayer quelque chose d'autre. Donc c'est là qu'on a dévié sur la Mega Drive parce qu'on a vu que ça marchait. Et qu'on a pris un peu une meilleure direction, on va dire. Mais c'est vrai que c'était un coup dur parce que tu te dis, ça fait 2 ans et demi que je travaille là-dessus et on a eu 100 balles, quoi. C'est très difficile de faire des financements participatifs sans visibilité et tout ça. Oui, mais même le jeu Mais, même, nous, on savait pas trop où on allait, on s'en est rendu compte plus tard. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir. Enfin, les échecs te permettent de te remettre en question et de repartir un petit peu. Vous êtes tombé pour mieux vous relever. Voilà, c'est un peu ça, mais faut pas les oublier, ces échecs-là, ils ont été là, et je pense que dans beaucoup d'entreprises, ça arrive. Le tout, c'est de se relever, d'arriver à se relever et de repartir, quoi. Donc ça, c'est un peu le pire, même si, bon, voilà, on s'en est remis. Et le meilleur souvenir, un petit peu dans l'autre sens, c'est peut-être la sortie de Demons of Astborg. En tout cas, tout ce qui touche à Demons of Astborg, le Kickstarter qui a explosé. Quand on a vu que l'autre, sur un mois, on a vu 100 euros. Celui-là, en un jour, on avait plus de 10 000 euros. On s'est dit, putain, c'est bon, on a réussi un petit peu. Donc, le début du Kickstarter, la fin, donc quand on a vu qu'on avait 45 000 euros, on avait atteint notre objectif, même plus, on était très content. Et puis surtout, la release du jeu.
Le moment où on a sorti le jeu et que ça a été un très bon mois financièrement et on a eu beaucoup de retours. J'ai un souvenir où j'étais en vacances, donc après la sortie du jeu. J'avais regardé juste mes mails pendant les vacances. J'ai ouvert la page mail et les mails n'arrêtaient pas de commandes. Oh. Et c'était incroyable. Vraiment, je regardais, ça n'arrêtait pas. Donc, pour nous, c'était super. C'était l'aboutissement de tout ça. On s'est dit, bon, bah, cool, quoi, ça a marché. On a une bonne exposition. Et financièrement, on s'est dit, on va être enfin tranquille. Après, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Quand tu repars sur 1 an et demi de dev derrière, bah, tu brûles un petit peu tes économies. Et voilà. Puis Astebros a eu peut-être moins de buzz pour l'instant que Demons of Astborg sur la sortie. Même si je pense que la durée de vie est loin d'être finie. Je pense qu'on va encore en parler quand on aura livré tout le monde. Pour l'instant, c'est notre priorité, mais voilà. C'est vraiment les meilleurs et pires souvenirs, c'est ça, quoi. C'est quand votre projet, en fait, sur lequel vous avez bossé pendant 2 ans, fonctionne ou pas. c'est là que se fait tout le truc, quoi. Mais c'est beaucoup d'émotions, en tout cas. On s'attache, c'est un peu nos bébés, quoi. Parce qu'on travaille 2 ans dessus. Ouais, j'imagine. Puis ça doit être aussi une sensation assez folle que de se dire que des gens jouent à ton jeu. Oui, en fait, par exemple, tu vois, on a eu par exemple youtubeur Hooper, qui est assez connu, qui fait beaucoup de jeux, qui a une façon assez rigolote de jouer au jeu, où il va s'énerver, etc. Mais de façon un peu rigolote. Lui, par exemple, on l'a pas contacté, parce qu'il y en a qu'on a contacté, mais lui, on l'a pas contacté, il a joué lui-même au jeu. Okay. Et quand j'ai vu ça, j'étais terrifié. Parce que en fait, t'as ton jeu qui va être un peu jugé, parce que lui, il a une grosse commu, et puis lui, il est pas, voilà, quoi, quand il est énervé, tu vois. Donc, et donc j'avais tout de néophytes qui me disaient, donc mon père et mes collègues qui disaient, vas-y, regarde. Impossible pour moi de regarder le live, impossible, parce que dès qu'il y a un problème, je suis en sueur. Et donc, t'as dit qu'en plus la difficulté du jeu était en fait, la difficulté était en fait, il y a un truc qu'on s'est pas trop rendu compte, mais à force de jouer au jeu nous, on le maîtrisait totalement. Oui. Mais quelqu'un qui connaît pas le jeu, on le voit encore en convention quand on fait tester le Demons of Astborg, il y a un endroit au début de jeu qui est un petit peu difficile. Si on maîtrise pas bien les roulades, c'est le rocher au début du jeu. Il y a un énorme rocher qu'il faut éviter. Et ça, en convention, on voit que les gens posent la manette à ce moment-là. Ils perdent, ils posent la manette. On se dit, tu vois, là, on aurait dû faire un truc. Après, il y en a qui vont dessus et qui après y arrivent parce qu'ils s'accrochent un peu. Mais c'est un endroit, il y a un pic de difficulté un petit peu à cet endroit-là. Si on n'a pas bien compris les roulades, parce qu'il faut faire des roulades en fait, c'est tout, on peut bloquer là, quoi. Et donc ça, c'est un truc qu'on a incorporé maintenant et qu'on fait attention un peu plus. Voilà. Et donc du coup, on voyait Hooper qui jouait, qui rageait, et on était quand même super content parce qu'en fait, il a joué 13 heures d'affilée et il a fini le jeu. Et puis à la fin, il a dit super jeu et tout, donc on était là. Ça va. Malgré qu'il a un peu râlé de temps à autre, il a quand même dit que c'était un super jeu, donc super content. Et pareil, on a eu Benzaï qui a joué au jeu aussi. Benzaï, il a joué, il a fait des tweets, vraiment super. Puis je l'ai rencontré en convention, il est super sympa, on a discuté beaucoup ensemble. Du coup, à quand vidéo JDG sur Demons of Astborg? On peut en parler, JDG, on l'a contacté aussi. On a eu des retours comme quoi il était vachement intéressé par le jeu, en tout cas pour le tester. Finalement, il a pas le temps en fait, il a pas le temps du tout et il a dit si vous voulez que je le teste en live, il faudra passer par le sponsor comme tous les autres en fait. Ce que je comprends, mais nous après on n'a pas les moyens de faire comme Rhinophile, etc. et de mettre autant sur la table. Donc bon, pour l'instant JDG on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'un jour il en parlera. Je suis aussi un grand fan de Edward de Rétro Découverte. Oui. Je sais pas si vous connaissez. D'ailleurs tout à l'heure tu parlais de Link les saisons. Oracle les saisons, ils ont fait une vidéo récemment sur ça. Et je suis un grand fan, je l'ai rencontré en convention il y a quelques semaines à Castle Geek. Et très sympa aussi. Et, peut-être qu'on va faire peut-être qu'il en parlera un jour aussi. Voilà, à voir. On essaie d'avoir un bon coverage au niveau des médias. On offre aussi des kits presse, mais c'est vrai que les gens ne comprennent pas forcément ça parce que quand un jeu sort, nous on a un gros effort de trésorerie à faire derrière pour le livrer, le fabriquer, etc. Le jeu n'est pas prêt dans nos locaux depuis le début. Une fois que la ROM est terminée, que le jeu est terminé, il faut le faire fabriquer. Ça coûte de l'argent. Et souvent l'argent du Kickstarter, sur 1 an et demi, il n'y en a plus d'argent en fait. Les gens ne comprennent pas forcément qu'on n'a pas un coffre sur lequel on garde cet argent, il faut qu'on paye nos salaires. Et donc ça coûte cher. Et du coup, c'est pour ça que les packs presse nous permettent, en les envoyant aux influenceurs qui vont parler du jeu, de faire des précommandes. Et donc du coup de pouvoir financer la fabrication et l'expédition des jeux que les gens ont commandés. Mais c'est vrai que parfois les gens sont là, mais attendez, moi j'ai commandé il y a 2 ans, il a le jeu avant moi. C'est difficile, c'est coton d'expliquer ça aussi aux gens, quoi, de leur faire, pour qu'ils comprennent. Mais c'est vrai que nous, derrière il y a un besoin de trésorerie pour pouvoir financer, expédier tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait des packs presse comme beaucoup de boîtes d'ailleurs, quasiment tout le monde fait ça. Et on envoie le jeu donc aux influenceurs, que ce soit il y a DGX qui en a super bien parlé sur Astroport. Oui. Il y a Benza, il y a je vais en oublier donc mais voilà, il y a plein de gens qui en parlent et en tout cas on a souvent des bons retours sur ça. C'est chouette, c'est ce qui fait un peu briller la niche. C'est ça, ils présentent le jeu en live, ils disent ce qu'ils en pensent et puis nous on n'est pas du tout comme ils sont pas payés, ils sont honnêtes en fait. Oui. S'ils aiment ils le disent, s'ils aiment pas ils le disent aussi. Mais nous on est plutôt confiants parce qu'on sait que avant de le sortir, on l'a beaucoup testé entre nous et on sait que c'est un jeu qui est quand même
surtout Last Bros, qui a quand même du potentiel, quoi. Ok. Ça termine sur une bonne note. Plutôt Hein. une belle conclusion. Moi, je en vrai. trouve, Ouais, c'est plutôt une Ouais, belle conclusion. Ouais, je Qu'est-ce que pense. vous en pensez? Ouais. N'hésitez pas à aller faire un tour sur du coup, le site de Neofeed et sur, sur leur jeu Steam. Sur leur jeu sur Steam. Ouais, bah, ou Neofeed sur- qui reste studio du coup pour le site. On a aussi une chaîne YouTube. Vous tapez Neofeed, vous trouverez rapidement. Alors il y a Neofeed Technologie, c'est l'autre branche qui fait des cartes d'affiliation, ça n'a rien à voir. Et Neofeed Studio qui fait des jeux vidéo. Donc voilà, dans l'entreprise, il y a deux boîtes. On Il y a vous le drop le lien lien sur sur le Bah, chat. Super, merci. Mais si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas parce que c'est un peu le dernier moment pour les poser. Après, on est joignable par voilà. mail. contact@neofeed-studio.com. On est aussi joignable sur Discord. On a un Discord qui est très actif. Donc souvent je réponds, je suis présent tout le temps, donc je réponds le plus possible. Les mails, ça prend un peu plus de temps. Parce qu'il faut vraiment qu'on se dise, allez, on fait les mails. Et donc Oui, Mais- forcément. Et vous comptez aussi participer à d'autres événements aussi, j'imagine. Là, du coup, un petit live, mais aussi à C'est des vrai, ça, conventions. où est-ce qu'on peut-être. pourra vous retrouver On essaye de faire des conventions, mais c'est vrai que c'est pour nous quelque chose qui est très fatigant, surtout dans les périodes où on a des livraisons à faire. C'est-à-dire que toute la semaine, on n'arrête pas, puis le week-end, au lieu de se reposer, on repart, on prend le train avec les cathodiques. C'est très très fatigant. Donc on en fait un peu moins qu'avant. On va dire, avant, dès qu'il y avait une convention, on disait, bah, on vient. Maintenant, on évalue un petit peu, est-ce que pour nous c'est intéressant d'y aller ou pas, quoi. Là, pour l'instant, il me semble qu'on n'en a pas de prévu à venir. On avait peut-être la RGC l'année prochaine. C'est une convention vraiment ciblée rétro gaming et homebrew. Peut-être la PGR. À voir. On est en train d'y réfléchir. Mais pour l'instant, rien n'est prévu. Pour l'instant, on est libre. Voilà. Ok, d'accord. Donc si vous avez des trucs prévus, C'est très chouette. Dans le chat, ça parle de manigance. Qu'est-ce que ça dit De complot. Moi, je ne vois que c'était super intéressant. Merci, très bonne émission, c'est tout. Ah ouais, c'est... Le message s'arrête là, il n'y a rien après. Voilà, j'ai rien lu. content que ça vous ait plu en tout cas et content d'avoir pu partager ça Bah oui, dans complètement. ma région en plus. Super. Très Bah, content. hâte de voir comment ça évolue dans le futur et de voir les prochains jeux. On croise les Enfin, doigts. déjà de oui. tester cela. Pareil pour vous, j'espère que vous aurez d'autres invités. Bah, on espère. Hein. Moi, Sympa. c'est un concept qui me plaît beaucoup. Donc, recevoir des gens comme ça, des créateurs, en fait, c'est super intéressant. Donc, ouais, merci à toi déjà d'avoir accepté notre Avec plaisir, invitation. merci et, à vous. Et merci c'était à très vous cool. J'espère d'être que toi, là t'as passé un aujourd'hui. bon moment. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment, je peux te le Très dire. bon moment, c'est toujours un plaisir de discuter de ça parce que c'est une passion tout avant tout. Donc J'imagine, ouais. si on peut le partager un petit peu, ça me permet que les gens qui sont un peu en dehors de l'entreprise puissent voir un petit peu comment ça marche, comment ça se passe. Ok. Bah, écoute, est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Merci à tous d'avoir participé, à oui. ce live. Hein. Bah oui, ceux qui ont gagné les jeux, j'espère que vous êtes contents d'avoir gagné les jeux. J'espère que vous avez passé un bon moment sur le live. Vous retrouverez dans des émissions très prochainement sur la Oui. bonne idée. Je sais pas lesquels sont les premiers. Peut-être Game Room demain. Je sais pas. Game Room avec Je sais que Ricardo demain soir, il y sur a- Lethal Company, c'est Demain possible. soir, Lethal Company, tout ce Voilà. que je sais. Si vous nous écoutiez en replay sur YouTube, salut à vous et j'espère que vous avez passé un très bon moment aussi. N'hésitez pas à réagir, à poster des commentaires sur l'émission. Si vous avez d'autres questions auxquelles peut-être on pourra répondre en différé, on essaiera de le faire et de passer sur la VOD, Et vous retrouverez l'émission 8, sort beaucoup plus classique, bien sûr. la semaine prochaine, du coup, pareil, Ouais, mercredi. c'est ça. L'après-midi, ce serait bien si on arriverait à On rester va sur cet essayer, horaire. de choper le créneau de l'après-midi pour Clap et pour 8. Comme d'habitude, on enchaîne un peu les deux, une partie ciné, une partie jeux vidéo. Et puis voilà. Je me permets de remercier tous les super commentaires dans le chat. Les super compliments, très bon courage pour la Génial. suite, super jeu. Merci beaucoup. C'est grâce Merci à à vous vous. aussi qu'on fait ça. Ça nous touche beaucoup. Du coup, on peut s'arrêter là. Bah oui. On va s'arrêter là. Ciao. Salut. Tchuss.